Voilà, bonjour à toutes et à tous et merci d'être venus aussi nombreux à cette conférence du bien vieillir en Mayenne. Juste pour avoir un ordre d'idée, qui a déjà assisté à des conférences du bien vieillir en Mayenne parmi vous? Levez la main. Ah, je vois qu'il y a des fidèles. Ok, oui, il y en a même plus que je pensais. Pour ceux qui ne connaissent pas Bien Vivre en Mayenne, donc on en est à notre 7e conférence. Bien Vivre en Mayenne, c'est une association qui a pour objectif de parler de sujets qui contribuent au bien vieillir. On en est à notre 7e conférence. Ce soir, on va entendre Serge Guérin qui va nous parler de la guerre de la génération et qui va nous dire si oui ou non elle a lieu. C'est une association qui est portée par l'ensemble de ses partenaires. Alors les partenaires, je me pousse un petit peu, je vous laisse les découvrir. Ce sont, à quelque chose près, tous les Lavallois, Lavalloises, Mayennais, qui contribuent à titre professionnel à accompagner nos anciens d'une façon ou d'une autre. Voilà, je vous laisse les découvrir. Et puis, je vais vous demander aussi de les applaudir parce que ils sont vraiment gros contributeurs pour pouvoir avoir des conférences comme celle de ce soir. Donc, pour eux, vous pouvez les applaudir. Merci. Alors, je vais laisser le soin à notre libraire préféré lavalloise, libraire de la FNAC, de présenter Serge Guérin. Mais peut-être juste avant, je vais demander à Serge Guérin de venir nous rejoindre. Voilà, vous pouvez l'applaudir. Voilà, donc je te donne la parole. Alors, bonsoir à tous. Merci effectivement d'être venus ici nombreux pour la 7e édition. Et donc, je représente la FNAC. Nous avons connu aussi des transmissions, des générations. On a pris un petit coup de jeune. On était Corneille avant. Et donc, on est passé en juillet, franchise des FNAC. Voilà. L'équipe est la même et nous sommes évidemment toujours partenaires de cette association conférence du bien vieillir en Mayenne. Le bien vieillir, c'est une cause culturelle avant tout. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir un partenaire spécialiste. Donc ce soir, nous accueillons avec beaucoup de plaisir le sociologue Serge Guérin. Vous êtes sociologue, donc, n'est-ce pas? Vous êtes aussi spécialiste des questions liées au vieillissement et à la seniorisation de la société. Vous êtes président de la Fondation Corian pour le bien vieillir et vous tenez également de nombreuses conférences partout en France. Vous avez écrit des livres, vous avez collaboré à beaucoup de livres sur le sujet. Donc vous pourrez les dédicacer éventuellement ce soir, vous pourrez rencontrer les personnes qui souhaiteront ce soir pour une dédicace. Donc le livre qui est le plus proche de la conférence de ce soir, c'est La guerre des générations aura-t-elle lieu? Voilà, sur ce qui se passe entre les jeunes, les anciens, etc. Comment ça bouge, est-ce que c'est inquiétant? Je pense que vous avez une vision assez optimiste des choses. Il y a aussi un livre fort intéressant sur toute l'économie très jeune autour de la cyber génération, voilà, très, très innovante, et donc un ouvrage de sociologie qui interprète qui est cette société des seniors. Voilà. Donc nous on a fait aussi une petite sélection avec des nouveautés sur le bien vieillir à consulter. Voilà. Donc je vous laisse la parole. Alors peut-être Serge, juste avant de te laisser la parole, fais tout de même attention à ce que tu diras ce soir Serge, parce que nous avons aussi des très anciens dans la salle, et on peut les applaudir. Ce sont quelques résidents de Corian, la villa des Chefs d'Or à Bonchamp-les-Laval. Voilà, vous nous direz, mesdames les résidentes, si voilà, quand on parle de votre génération, on ne se trompe pas. Vous nous direz, vous serez notre censeur. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que pour faciliter les questions, on va continuer ce qu'on a déjà commencé dans les conférences du bien vieillir en Mayenne. Vous pourrez poser vos questions tout au long de la conférence, par SMS, sur ce numéro de téléphone. Et là, on a un petit standard avec le docteur Marc Landel, qui est le médecin coordinateur de la Villa du Chêne d'Or, et aidé de Jean-Paul Steven, qui vont prendre au fur et à mesure de la conférence les questions, essayer un petit peu de les condenser pour pouvoir avoir la matière à poser à la fin de la réunion. Voilà. Serge, merci beaucoup d'avoir accepté de venir à Laval nous voir.
Et je te laisse la parole. Merci. Donc c'est cela. Oh, oui. Bon. Merci Nicolas, merci à tous. Alors, d'abord, venir à Laval n'est pas un exploit. Hein, c'est simple. Il y a un train très chic, très bien. Puis on arrive, voilà. Et il y a une très jolie gare, une jolie place. D'abord, mes hommages du soir aux unes. J'ai l'impression que vous êtes majoritaire. Quelque chose me dit que vous êtes majoritaire. Mais je salue aussi mes confrères masculins. Moi, je suis un peu à l'ancienne, je pense qu'entre les femmes et les hommes, c'est pas pareil, donc du coup, on peut s'adresser différemment et tout ça. Et puis, évidemment, j'ai un message de solidarité pour les quelques chauds qui seraient là aussi, à qui je salue aussi, parce qu'avec la fraîcheur du moment, c'est un peu... je comprends pourquoi Dame Nature a inventé les poils. À chaque temps frais, je m'aurais mort cela. Alors, donc, je m'appelle Serge Guérin, je suis un sociologue. Un sociologue, c'est qui essaye de... dans le meilleur des cas, qui essaye de comprendre ce qui se passe et d'aller chercher ce qui se passe avec des chiffres, avec des entretiens, avec simplement en regardant la situation. Et puis à partir de là, en tirant, en connaissant des conclusions, mais en tout cas en disant, tiens, voilà comment ça bouge, voilà comment la société évolue, voilà comment nous, on évolue. Parce que finalement, nous sommes fabriqués par la société, et nous fabriquons la société. On est aussi responsable. Vous savez, c'est comme les gens qui disent « Oh, sur TF1, c'est nul ». Et bien, arrête de regarder TF1. Et si plus personne ne regarde TF1, vous verrez comme ça évoluera. Donc, on est aussi responsable de... J'ai dit TF1, c'est au hasard, bien sûr. Hein. Mais, vous savez, il faut se méfier beaucoup des drogues. Et les drogues, souvent, c'est comme ça avec des lettres. Par exemple, il y a le LSD, où il y a le TF1. Voilà, c'est des drogues très dures. Voilà, donc il faut vraiment se méfier de ça, c'est pas bon pour bien vieillir, justement, de certaine manière. Bon, laissons ça de côté. Mais voilà, donc l'idée, elle est un petit peu d'essayer de gratter, de comprendre comment ça fonctionne et d'en alerter ou d'en parler ensuite, pour que, finalement, dans le meilleur des cas, la société bouge. Les institutions évoluent, se disent tiens, là il y a une problématique nouvelle qu'on n'avait pas vue, il se passe quelque chose, comment on peut adapter les choses. Le mot adapter d'ailleurs est un joli terme, parce qu'il est plutôt dire c'est comme ça, c'est dire bah non, c'est pas comme ça, ça a changé. Et à partir de ce changement, alors il est bon ou mauvais le changement, hein, ça c'est une autre affaire, tout changement n'est pas bon. Mais voilà, à partir de ce changement, est-ce qu'on peut revenir en arrière? Parfois on peut, parfois on ne peut pas. Est-ce qu'on peut, face à cette nouvelle situation, comment on peut évoluer? Et dans tout ça, il y a cette question autour des âges, autour d'une nouvelle société qui est en train de se construire, autour d'un phénomène comme ça, tout à fait nouveau, qu'on n'avait pas du tout vu venir, ou que peu de gens avaient voulu voir venir, qui est celui, on va dire, d'une société... moi je parle de seniorisation de la société, j'utilise le mot senior. Alors j'ai écrit un bouquin dans le temps qui s'appelait « Vive les vieux », point d'exclamation. Et j'avais eu des courriers, des gens qui me disaient « Ah, enfin quelqu'un qui dit vieux, c'est pas trop tôt », et puis d'autres « Ah, vous êtes raciste, vous dites vieux ». Ouais, bon, les seconds avaient évidemment pas lu le livre, parce que « Vive les vieux », c'était plutôt positif, mais voilà. Mais souvent le terme senior est le terme un peu accepté, un peu politiquement correct. À chaque fois, on trouve des termes. Mais on pourrait parler de silver génération, je vais faire un bouquin sur la silver génération, et puis, alors on pourrait trouver d'autres mots. Avant, les mots, c'était personnes âgées, c'est 3e, 4e âge, voilà, il y avait les anciens, il y a plein de termes comme ça, et puis le monde évolue, et souvent, on trouve des mots plus ou moins cosmétiques. Par exemple, il y a un joli mot, c'est un cosmétique qu'on utilise beaucoup. Le mot mature, pour les peaux matures. Ça fait plus chic que pour les peaux ridées. Vous voyez, voilà. Oh ma chérie, t'as une belle peau mature ce matin, vous voyez, c'est mieux que. Oh, dis donc, tu commences à avoir sacré ride. Alors après, la peau mature, il y a ultra mature, extra mature, donc là on voit que les choses s'aggravent. Mais mature, c'est plus chic, c'est plus tout. Voilà. On cherche souvent aussi des mots pour, on va dire, il n'est pas très futé, ce il est quand même vraiment très futé. Vous voyez, voilà, on utilise un peu des choses comme ça. Bon. Mais les mots, ils ont aussi énormément de sens. Albert Camus disait « mal nommer les choses, c'est ajouter de la misère au monde ». C'est-à-dire que quand on ne sait pas nommer, c'est aussi qu'on n'est pas capable d'assumer les choses, qu'on n'est pas capable de les regarder, et du coup, on n'est pas non plus capable d'y répondre. Bon, pourquoi tout ça? Juste pour dire que voilà, les termes sont importants et j'essaierai de les utiliser au mieux possible. Et voilà. Alors, ce que je voulais dire d'abord, avant qu'on rentre dans cette question
de guerre ou non-guerre des générations, c'est redire pourquoi on parle de tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé en quelques temps. En fin de compte, on a je dirais une triple révolution. On vit, sans trop le savoir, c'est une révolution assez silencieuse d'ailleurs. Il n'y a pas, j'allais dire des gilets jaunes, il n'y a pas des drapeaux, il n'y a pas tout ça, mais il s'est passé une transformation incroyable de la société sur un temps extrêmement court. Il s'est passé 3 révolutions en une, disons. La première, c'est celle du volume. Tout simplement, jamais il n'y a eu autant de personnes âgées vivantes. Si on compte tous les morts, évidemment, c'est plus parfait du monde. Mais non, là je parle des personnes vivantes. Jamais dans l'histoire de l'humanité, on vécu en même temps autant de gens âgés qu'aujourd'hui. Peut-être, vous souvenez-vous, il est là, Nicolas? Il est déjà parti, t'es là. Ah, Nicolas, qu'est-ce que tu faisais dans la nuit du 15 au 16 décembre 2015, vers 2h15 du matin? Je dormais. Il dormait. Normalement, ce grand professionnel aurait dû se réveiller avec un grand sourire. Parce que à ce moment-là précisément, pour la première fois dans l'histoire de France, le nombre de personnes de plus de 60 ans a dépassé le nombre de personnes de moins de 20 ans. Jamais c'était arrivé. Il y a aujourd'hui plus de gens de plus de 60 ans que de gens de moins de 20 ans. Donc il se dit, ah ben, 30 ans plus tard, ils vont venir chez moi. Ah, c'est ça, il aurait dû donc se réveiller, il est content. Voilà. Mais c'est ça. Là, c'est, encore une fois, c'est une révolution incroyable. On n'a jamais connu ça dans l'histoire. Il y a à peu près aujourd'hui 25% sur la population totale française, il y a à peu près 25% de personnes qui ont plus de 60 ans. Et il y a à peu près 24% de personnes qui ont moins de 20 ans. En 1900, vous aviez à peu près 38% de personnes de moins de 20 ans et vous aviez 12% de personnes de plus de 60 ans. Donc, vous voyez, des transformations très très fortes en à peine un siècle. Donc vraiment des transformations énormes. Donc ça, c'est la première chose. Jamais autant de gens âgés vivant en même temps sur le sol français. Alors, c'est pas que à Laval, c'est pas que en Mayenne, c'est pas que en France, c'est pas que en Europe, c'est partout dans le monde. Alors l'Europe, le vieux continent est devenu un peu un continent vieux. Hein, parce que de plus en plus, là aussi, jamais, c'est le continent où il y a le plus de gens âgés qui sont là en même temps. Et puis, mais ça concerne le monde de l'Asie, des pays comme le Japon sont assez connus pour cela. Le Japon, ça a même été bien plus tôt que nous. Entre les années 45 et les années 90, le nombre de plus de 60 ans est passé à peu près de 4% à 20% de la population. Vous voyez, donc vraiment des croissances incroyables sur des temps extrêmement courts. Et puis il y a d'autres pays, par exemple un pays comme la Corée aujourd'hui, est dans la même situation, qu'il y a de plus en plus de pays qui découvrent, qui souvent d'ailleurs ne l'avaient pas anticipé, n'avaient pas du tout regardé les choses. Alors c'est très facile à anticiper. Généralement, quand quelqu'un naît, 20 ans plus tard, il y a 20 ans. Sauf exception. Voilà. Et la même personne, 20 ans plus tard, on a 40, ainsi de suite. Un jour, je ne citerai pas quel ministère c'était, mais un jour, je discutais avec l'équipe du ministère de l'Éducation, ils étaient très étonnés, mais il y a plus de gens qui arrivent en seconde au lycée. Oui, mais il y a 5 ans, vous disiez la même chose, il y avait plus de gens qui arrivent au collège. 5 ans plus tard, comme en plus on l'interdit le redoublement, 5 ans plus tard, vous êtes sûr d'avoir plus de monde. Voilà. Si on fait des enfants, il arrive que après, à 15 ans, ils vont rentrer à l'école, ainsi de suite. La démographie, de ce point de vue-là, est assez simple. On avance de manière assez mécanique. Mais bon, voilà. Donc, cette première chose, c'est donc tous les pays sont pratiquement concernés. Il y a quelques exceptions. J'ai entendu le terme. Le continent africain étant le continent qui est le plus jeune, très très jeune. Et alors, les gens, il y a aussi des gens âgés, bien sûr, mais il y en a beaucoup moins. Et puis voilà. Mais là, c'est plutôt une problématique autour d'une jeunesse incroyable. 40% de la population africaine a moins de 15 ans. Ce qui veut dire d'ailleurs, dans 10 ans, ils auront moins de 25 ans. Il sera un vieux sujet. Voilà. Mais ça fait partie des éléments. Mais hormis l'Afrique, à peu près partout dans le monde, il y a ce phénomène de vieillissement qui s'accélère, avec donc simplement le fait que de plus en plus de gens vivants ont dépassé les 60 ans. Alors, j'ai pris les 60 ans. Pourquoi j'ai pris les 60 ans? Ça correspond. Alors, la retraite, oui, c'est vrai, mais ça n'a pas toujours été. Quand on a inventé la retraite, c'était plutôt Guillaume II qui s'occupait de ça d'abord, donc plutôt du côté de l'Allemagne. Et quand il a commencé à se dire, alors, il a inventé la retraite au début pour 4 catégories professionnelles stratégiques.
Ce serait quoi, d'après vous, les 4 catégories professionnelles stratégiques? Les militaires. Les militaires, évidemment, hein, quand même, voilà. Non, stratégique, on l'a dit. La mine, oui, tout ce qui est énergie. Ouais. La banque. Et la 4e, les danseuses et les actrices. Bah, j'ai dit ce qui était stratégique. Ouais, à un moment donné, il faut aussi, voilà. Bon. Et donc, ils demandent à ses conseillers, on va instaurer la retraite et tout ça, c'est pas mal et ça. Mais il dit, et ses conseillers lui expliquent, il dit, mais les gens, ils vivent comment ça se passe et tout. Il lui explique qu'à 65 ans, à peu près tout le monde est mort. Donc, il met la retraite à 65 ans. Comme ça, financièrement, c'est tout à fait gérable. Bah, quand la retraite a été installée, généralisée en France, c'est-à-dire après la libération, hein, Conseil national de la résistance et tout ça, il y a eu une discussion et la retraite a été mise à 65 ans. À l'époque, l'espérance de vie était de 67,5 ans et il y avait 3 millions de retraités. Voilà, c'est juste aussi pour voir tous ces éléments-là, toutes les conséquences que ça peut avoir, les interrogations et tout ça. Donc voilà, premier élément absolument majeur, jamais il n'y a eu autant d'argent vivant, et j'ai pris les 60 ans un petit peu par rapport à ça. Mais je les ai pris aussi pour une autre raison. C'est qu'en France, on a inventé un truc, alors qu'il y a plein d'effets très très positifs, qui s'appelle la sécurité sociale, qu'on nous envie un peu partout. C'est même pour ça qu'il y a plein de gens qui viennent ici pour dire « c'est quand même pas mal ». Voilà. Mais cette sécurité sociale, elle a défini un élément, c'est jusqu'à 59 ans et 364 jours, vous êtes un individu normal. Ah, le jour des 60 ans, c'est plus du tout pareil. On est une personne âgée. Pour la loi, d'une certaine manière, vous êtes une personne âgée le jour où on a dépassé 60 ans. Quelle que soit votre activité, vous pouvez être en train de travailler, quelle que soit la chose, vous êtes rattrapé par la patrouille qui s'appelle la sécurité sociale. Il y a d'autres pays où ça n'existe pas, cette différence. Mais nous, on a installé ça. Alors, en soi, on s'en fiche, bon, c'est comme ça, sauf que ça a quelques petites conséquences. Par exemple, il y a une conséquence toute bête, c'est si vous êtes touché par un handicap. Imaginons à 50 ans. Eh bien, vous êtes personne touchée par handicap. Une personne en situation de handicap. Si vous êtes touché par le même handicap, mais pas de bol, à 60 ans et 2 jours, eh ben, vous n'êtes plus une personne touchée par handicap, vous êtes une personne âgée. Résultat, il y a 3 fois moins d'aide. C'est ça le truc. Bon, voilà. C'était juste, mais du coup, les 60 ans sont un élément extrêmement structurant de cette manière dans les têtes. Alors, c'est vrai qu'après 1981, la retraite est passée de 65 à 60 ans. Donc tout ça a rattrapé. Depuis, elle a commencé à remonter, elle a 62 ans, là on va nous trouver un truc pour dire qu'elle n'a pas bougé, mais elle va être à 63, puis à 64, ainsi de suite. Il y a des pays comme l'Allemagne où là ils sont en train de réfléchir pour la faire passer à 70 ans. Hein, donc voilà, selon les situations, mais les choses avancent. En tout cas, voilà pourquoi je prends les 60 ans. Mais en soi, ça ne veut rien dire. On pourrait prendre 65 ans, 70 ans, ben voilà, ça n'a pas de sens, c'est un chiffre. Voilà. Alors, ça, c'est la première chose. Le fait que jamais il y a eu autant de gens vivant depuis 60 ans en France, en Europe, dans le monde. Deuxième révolution, c'est celle de la longévité. Alors, le mot longévité, il est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus riche que vieillissement. Alors, parce que vieillissement, c'est toujours les autres. Bon, je ne suis pas vieux, vous savez, les gens. Il y a ça, Nicolas. Oh non, je veux pas aller dans la maison de retraite, c'est pour être vieux. Hein, les gens, voilà. Non, je ne veux pas y aller, ainsi de suite. Ou les gens vont dire, mais pourquoi tu m'as invité ici, il y a des vieux. Alors, les vieux, ça peut être un jeune de 16 ans qui se retrouve avec des gens de 20 ans. Ben, il les trouve très vieux, quoi. Ils ne s'amusent pas avec eux, il n'y a rien à leur dire, ainsi de suite. Donc, voilà. Donc ça peut être un enfant de 3 ans avec des enfants de 6 ans, ça peut pas nécessairement, ça peut pas fonctionner, parce qu'il y a le double de l'âge en plus. Donc là, vous voyez, c'est quand même pas rien. Bon voilà. Donc en tout cas, il y a cet élément-là qui est très fort. Donc le terme de longévité permet justement de déplacer la question du vieillissement. On n'est pas sur l'âge. Je reviendrai sur cette question de l'âge. On n'est pas sur l'âge, on est sur la question de combien de temps on va vivre. Ce qui est complètement autre chose. Et finalement, ça concerne tout le monde. Un enfant qui naît, la question se pose déjà. Un enfant qui naissait en 1900, son espérance de vie, à quel âge elle est l'espérance de vie aujourd'hui? 80 et des bananes. Alors plus on mange de bananes, plus ça avance. Il y a un peu moins pour les hommes. Oui, alors il y a une différence femmes-hommes assez nette. Pas mal. 82 pour les femmes, 77 pour les hommes, voilà. Bon, jusqu'à présent, les femmes vivent plus longtemps que les hommes.
Alors pourquoi? Parce qu'elles sont feignantes et il y a que les hommes qui bossent. C'est pas sûr que ce soit la bonne explication. Est-ce qu'il y a une question de prévention? Elles sont un peu plus attentives à ces questions-là. Pendant longtemps, il a été tout un temps où les femmes étaient moins idiotes que les hommes. Et l'une des preuves de ça, c'est qu'elles fumaient moins. Ah, ça c'est terminé. Voilà. Là, maintenant, voilà. Donc, il faut encore attendre 2 générations, le temps vraiment qu'elles fument bien, mais après, c'est bon, elles auront rattrapé leur espérance de vie. Mais on a cet écart, voilà, on a un écart, alors on a d'autres formes d'écart. Par exemple, vous avez entre les 5% les plus riches de France et les 5% les plus pauvres, pour les hommes, il y a 13 ans d'écart d'espérance de vie. Pour les femmes, 8 ans. Vous voyez, donc la question sociale, elle reste importante. On vit moins longtemps dans le nord de la France que dans certaines parties de l'ouest et du sud, ainsi de suite. Voilà. Bon, il y a plein de différences comme ça, qui sont pour des raisons sociales, qui sont aussi pour des raisons d'habitude de vie. Enfin, voilà. Il y a un certain nombre de choses aussi. Mais voilà, en tout cas, il y a quand même une espérance de vie, là aussi, qui n'a jamais été aussi longue. Vous avez idée dans quel pays l'espérance de vie est la plus longue? Oui, alors, le pays en global, quoi, oui. Donc le Japon, oui. Alors, c'est pas tout à fait vrai parce qu'en fait, c'est Monaco. Bon, ils trichent un peu. Vu le nombre de gens, voilà, c'est un peu. Vous voyez, la question sociale, là aussi, elle existe un petit peu. Mais sinon, c'est vrai que c'est au Japon, l'espérance de vie est la plus longue. C'est aussi lié, en partie d'ailleurs, à des régimes alimentaires particuliers. Alors, je ne sais pas quels seront les effets des centrales nucléaires au bout d'un moment, mais en tout cas, voilà, pour l'instant, ils ont quand même ce thème-là. Mais en tout cas, voilà, la deuxième révolution, incroyable, c'est qu'aujourd'hui, l'espérance de vie, globalement, femme-homme, on est un peu plus de 80 ans, 82 ans. En 1900, l'espérance de vie était de 46 ans. Vous vous rendez compte, le progrès en à peine un siècle? Alors, ça s'explique en partie parce qu'on a pratiquement éradiqué la mortalité infantile et la mortalité des femmes en couche. Voilà, donc ça a eu un effet. Mais par ailleurs, ensuite, à partir des années, la fin des années 60, début des années 70, donc il n'y a pas très longtemps, hein, on a commencé à voir qu'on gagnait 3 mois d'espérance de vie supplémentaire tous les ans. 1 an tous les 4 ans. Et ça, voilà, ça s'est fait sans d'ailleurs qu'au début, l'État, les structures, tout ça, en prennent conscience. Au bout d'un moment, ça a mis beaucoup de temps. Vraiment, pourquoi tout ça? C'est-à-dire que, vous vous rendez compte, le temps gagné, quoi. Donc c'est quelque chose. Ça veut dire aussi que, vous savez, tous les gens qui disent, oh, écoute, j'ai pas le temps, les journées font 24 heures, ils ont tort. Les journées, j'ai compté, font 30 heures. Parce qu'on gagne 6 heures de plus d'espérance de vie par jour. Donc, du coup, alors c'est super compliqué sur les montres et tout ça, pour passer à 30 heures, là il y a vraiment des techniques un peu complexes, donc on va rester sur les 24 heures. Mais voilà, la chose extraordinaire, c'est globalement depuis fin des années 60, début des années 70, jusqu'à aujourd'hui, globalement, on a gagné en moyenne 3 mois de plus tous les ans. Alors, c'est en France, mais ça s'est retrouvé plus ou moins dans toute une partie des pays, y compris d'ailleurs des pays, on appelait avant pays en voie de développement, on pourrait mieux appeler ça les pays émergents, voilà, un certain nombre de pays qui ont changé les choses. Et globalement, ça s'est passé à peu près partout de la même manière. Alors plus ou moins, les pays émergents ont rattrapé, parce que les pays plus riches, cette évolution, ils l'ont connue dès les années 70. Il y a des pays qui l'ont connue plutôt à partir des années 2000. Mais on voit des transformations qui vont très très vite. En une génération, pour y gagner 5 ans, 10 ans, ainsi de suite. Donc les choses vont extrêmement rapidement. Alors elles n'iront pas comme ça, les gens qui disent mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Alors parfois en s'inquiétant. Alors il y a aussi les transhumanistes et tout ça, qui disent non, on va pouvoir vivre 1000 ans, on va s'organiser, et tout ça. Voilà. Donc là vous avez un peu des débats, le transhumanisme c'est aussi sur autre chose. Parce que du coup on va se réparer complètement, on va se refaire et tout. Mais évidemment si tout le monde est transhumaniste, on va avoir un gros problème. Parce que déjà on est nombreux, alors si on vit 1000 ans, vous voyez, là, on ne pourra plus faire de boss, je sais pas, il va se trouver des trucs. Et les transhumanistes aussi se posent jamais la question de savoir est-ce qu'ils vont pas finir par s'ennuyer. Ils pensent qu'ils sont tellement intelligents que du coup, pendant 1000 ans, ils vont trouver des trucs, quoi. C'est pas sûr, hein. Mais bon, voilà. Quand on en est évidemment pas encore là, il y a même des pays où l'espérance de vie commence à diminuer. Vous avez une idée des pays, par exemple, en Europe, un pays où l'espérance de vie diminuerait? La France, pas encore. Alors vous avez un pays où j'ai entendu la Pologne, oui, par exemple, la Russie. Alors, la Russie, c'est, chez les hommes, l'espérance de vie passait de 71 à 67 ans. Alors, la consommation un peu exagérée de vodka, ou d'autres formes d'alcool trafiqué, parce que le fait que ce soit trafiqué, on m'a expliqué un jour qu'il y a eu par exemple une gamme de vodka où la moitié de la vodka c'est une destock. Et c'est pas génial quoi, pour la qualité, voilà.
pour la santé, c'est pas super, il y a plusieurs médecins dans la salle, je pense qu'ils confirmeront que voilà, c'est pas la meilleure idée. Voilà. Mais par exemple, voyez, en Russie, l'espérance de vie a diminué. Donc il y a aussi des pays qui se retrouvent dans une situation comme ça. Les États-Unis, l'espérance de vie commence à diminuer. Elle diminue aussi parce que par exemple, vous avez à peu près, cette année, à peu près 80 000 morts de moins de 25 ans à cause de consommation de certaines drogues. Voilà, des choses quand même assez, qui sont quasiment vendues en vente libre et tout ça, et donc voilà. Donc ça crée aussi des petits sujets quand même. Voilà. Mais voilà. Sinon, globalement, voilà, cette espérance de vie continue d'augmenter. Il n'est pas impossible qu'elle augmente moins dans les années qui viennent. Donc pour l'instant, globalement, ça continue d'avancer comme ça, plus ou moins. Mais voilà. Mais il y a eu vraiment un moment, il y a une trentaine d'années, encore une fois, 1 an tous les 4 ans. Donc vraiment une croissance incroyable. Ce qui fait que, ben voilà, le mode de réflexion à un moment donné ne peut pas être le même si les gens vivent beaucoup plus longtemps. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé, alors, première chose, je vous ai dit, 82 ans aujourd'hui, 46 ans en 1900. Si je remonte à 1750, encore plus, c'est la première table démographique qu'on ait. Pourquoi on faisait des tables démographiques? Pourquoi on cherchait? C'est tout bête, hein. C'était pour savoir combien il y en avait de jeunes qu'on pouvait envoyer se faire casser la pipe. Hein. C'était aussi bête que ça. Enfin, l'idée, elle était, on fait la guerre avec des gens, plutôt jeunes et plutôt des garçons. Au début, c'était des militaires, après on a fait les civils et tout ça, mais voilà. Donc il fallait vérifier qu'on en avait suffisamment. Et parce que souvent, la guerre dans cette période-là, c'était juste, je t'en envoie, tu m'en envoies, et celui qui est le plus nombreux qui gagne, quoi, globalement. Voilà. Donc, il fallait aussi faire des enfants pour produire cela. Donc en 1750, l'espérance de vie était de 25 ans. Ah oui, c'est pas les mêmes modes de vie. Alors, tout le monde, c'est aussi parce qu'il y avait la mortalité infantile et tout ça. Il y avait aussi des gens qui vivaient très tardivement, il y avait des gens qui vivaient au-delà de 50 ans. Des petits vieux, quoi. Hein, voilà. Donc, mais voilà. Et puis, même quelques personnes qui vivaient bien au-delà. Mais voilà, espérance de vie de 25 ans. Aujourd'hui, c'est plus de 3 fois plus. Donc, évidemment, ça change plein de choses. Prendre un exemple tout bête. On dit, vous avez dû l'entendre, peut-être que certaines personnes d'entre vous, vous êtes concernés, ou vos proches ont été concernés, vous dites, oh, mais avant, à les couples, ils tenaient toute la vie. Ah oui, quand l'espérance de vie était de 25 ans, c'est pas très compliqué. Hein, vous étiez en Mayenne, dans les champs. Bon, la zone de chalandise était assez restreinte. Il y avait 3 à 4 personnes qui travaillaient là, on teste un peu, et puis à 15-16 ans, on se décide. Et si on s'est planté, il y en a pour 10 ans. C'est pas. Voilà, on peut patienter, quoi. Aujourd'hui, vous imaginez la même chose, vous décidez à 16 ans, à 96 ans, vous êtes encore avec la même ou le même. Non. Voilà, et bah, c'est juste, et ça, au-delà de. C'est une des raisons, c'est pas la seule, mais une des raisons de l'augmentation des divorces, c'est tout simplement que les vies étant plus longues, on peut, en théorie, se retrouver beaucoup plus longtemps avec la même personne. Et parfois, il peut arriver qu'on s'ennuie, qu'il y ait d'autres tentations, enfin, voilà, la vie, quoi. Ou bien il peut arriver qu'on arrive jusqu'à la retraite. J'avais, dans une enquête que j'avais faite, il y avait une dame qui m'a dit, écoutez, moi, j'avais épousé mon mari pour le meilleur et pour le pire, on ne m'avait pas dit que c'était pour passer tous les déjeuners avec lui. Et donc, à la retraite, elle n'en pouvait plus et elle a mis dehors. Voilà. Et donc, voilà. Donc, il y a aussi, mais deuxième élément, on vit plus longtemps. C'est-à-dire aussi, par exemple, professionnellement, on peut être amené à changer d'activité professionnelle. Parce qu'il n'est pas évident, surtout avec les évolutions technologiques et tout ça, de garder nécessairement le même métier pendant, par exemple, 40 ans. Je dirige un master, donc un bac plus 5, qui forme des directeurs des établissements de santé. J'ai des étudiants qui ont 23 ans, et l'année dernière, j'avais un étudiant qui avait 59 ans. Simplement. Et donc voilà, il changeait de vie. Il se disait, 59 ans, on peut se dire, bah oui, tiens, mais moi je vais encore bosser une quinzaine d'années, donc ça m'intéresse de changer, et ainsi de suite. Ah, voilà. Vous voyez, autre élément, le fait de vivre plus longtemps conduit aussi à avoir des projets différents. Ça peut arriver tout simplement, j'arrive à la retraite. Je vous ai dit, quand on invente la retraite, il y avait 2 ans et demi d'espérance de vie. Vous n'alliez pas tout chambouler, les gens ne savaient pas, ils n'arrivaient pas à dire, tiens, il me reste plus que 2 ans et demi. Un peu, ça casse un peu le moral. Ils vont à la retraite, mais il ne reste que 2 ans à vivre. Et le truc est quand même pas génial. Voilà, évidemment, il y a des gens qui vivaient beaucoup plus longtemps. Voilà. Mais, donc, arrivés à la retraite, ils avaient bien intégré, ils avaient vu leurs parents, ainsi de suite, que de toute manière, ils ne vivraient plus tellement longtemps. Donc, du coup, c'est pas le moment où on va tout faire. On va se divorcer, on va se retrouver une autre ou un autre et tout ça, on va changer, on va déménager, tout ça. Mais quand la retraite est de 20, 25, 30 ans, ce que j'appelle souvent l'après-midi de la vie, du coup, il y a tout un nouvel espace de temps. Et donc là, on peut inventer d'autres choses. Alors, ça peut être l'histoire du couple, mais ça peut être l'histoire d'une passion. J'ai toujours eu une passion. Je me souviens d'un monsieur dans une enquête que j'avais faite, il m'avait dit, je travaillais sur les universités du temps libre et tout ça. Et il m'avait dit, moi, je voulais être peintre, puis mes parents m'ont dit, fais comptabilité, c'est plus sûr. Il a fait comptabilité, et le jour de ses 60 ans, mais le jour, il est à la retraite, le jour même, il va s'inscrire dans un cours de peinture.
Et moi, je l'ai rencontré une vingtaine d'années après, donc il avait autour de 80 ans, et il était hyper heureux, il me montrait ce tableau, et il était devenu enseignant en peinture. Donc en fin de compte, pour lui, la retraite, elle était un moment où enfin, il avait pu avoir ses passions, et finalement vivre une sorte de deuxième jeunesse, quoi, ou même peut-être de première jeunesse. Voilà, parce que, bon voilà. Donc vous voyez, donc il y a des situations complètement nouvelles. D'ailleurs, en propos de jeunesse, on a inventé, quand on a rendu l'école obligatoire, Jules Ferry et tout ça, bon, à l'époque c'était une école un peu sérieuse, hein. On prenait des feuilles, ça savait écrire et tout ça. Bon. Et à ce moment-là, on invente aussi la jeunesse. Avant, la jeunesse n'existait pas. Vous étiez un enfant, et puis vous alliez assez vite travailler, entre autres champs, et puis après, vous étiez un adulte, enfin, vous grandissiez comme adulte, et puis à la fin, souvent, vous disparaissiez quasiment au boulot, quoi. Donc il n'y avait pas de jeunesse. Quand on invente l'école, on invente la jeunesse. On invente le bouton d'acné, on invente la crise d'ado, et ainsi de suite. Parce qu'il y a un temps pour le faire, d'une certaine manière. Et bien c'est un petit peu pareil avec la retraite. On a inventé un temps nouveau, parce qu'il y a eu un nouveau temps social qui a été construit avec, encore une fois, au tout début, très peu de temps, et puis au bout d'un moment, des années. Et puis avec aussi beaucoup de gens. Quand on l'invente en 44-45, je l'ai dit, il y avait 3 millions de personnes concernées. Aujourd'hui, il y a 17 millions de retraités. Oui, donc c'est aussi pas la même chose. Hein, donc tout ça transforme les choses de manière très très forte. Donc cette notion de longévité, elle change toute la société. Et entre autres d'ailleurs, ce qui est un point pour tout à l'heure, entre autres, comme il y a une longévité, il y a aussi plus de générations en même temps. Puisqu'on vit plus longtemps, il y a pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire de France, il y a des familles de 5 générations. Alors il y en a très peu. Il y a à peu près 3500 familles, donc c'est vraiment très très peu, hein, sur le nombre de familles. Mais voilà, alors, ça ne continuera pas comme ça, parce que comme de fait, les femmes qui ont des enfants, moi je suis un type assez classique, donc rester dans l'idée, les femmes, à la fin c'est quand même les femmes qui donnent naissance, voilà. Et donc comme le premier enfant arrive plutôt autour de la trentaine, 5 générations, vous voyez, il faudrait 150 ans, donc ça sera un peu plus compliqué. Mais globalement, aujourd'hui, il y a donc un certain nombre de familles de 5 générations, et surtout, il y a énormément de familles de 4 générations. Qui a changé aussi les choses. Ça n'existait pas auparavant. C'était quasiment impossible, ou très très rare, qu'il y ait des familles de 4 générations. Donc, du coup, aussi plusieurs générations qui se retrouvent en contact. Mais ça, je vais en parler après. Donc voilà, ça c'est la deuxième grande révolution, cette notion de longévité, qui encore une fois touche, là aussi, le monde entier avec des différences plus ou moins importantes, avec des pays émergents qui se rattrapent là aussi, avec une espérance de vie qui augmente énormément. Dans les années 1975, en Chine, l'espérance de vie est autour de 60 ans. Elle est aujourd'hui autour de plus de 75 ans, par exemple. Vous voyez, donc les choses. D'ailleurs, en Chine, la question du vieillissement est devenue une question extrêmement importante. D'autant plus qu'avec l'enfant unique, dans les familles, il y a peu d'enfants pour s'occuper des parents. En plus, l'enfant unique, ça veut dire quand même qu'il est arrivé que quand l'enfant premier était une fille, on s'en est débarrassé. Donc on estime qu'il manque 400 millions de femmes en Chine depuis la politique de l'enfant unique. Et que donc, les filles, culturellement, et ainsi de suite, avaient tendance à plus s'occuper de leurs parents que les garçons. Et qu'en plus des garçons qui sont enfants uniques, ça ne les conduit pas nécessairement à s'occuper de leurs parents. Tout ça fait que c'est une problématique qui n'avait pas été prévue au départ. Mais comment la Chine fait avec... Et évidemment, c'est à l'échelle de la Chine. Donc quand on parle du vieillissement, c'est d'un seul coup 600 millions de gens de plus de 60 ans qui vont arriver. Enfin, c'est pas, voilà, donc évidemment, ça fait des chiffres énormes, quoi. Donc aussi tous les effets autour de ça. Voilà, donc, mais globalement, ça touche, encore une fois, le monde entier avec cette transformation. Là aussi, on vit plus longtemps, ça transforme complètement la manière d'appréhender sa vie sur la durée, et ça crée justement le fait qu'il y ait plus de générations, ainsi de suite. Ça, c'est la deuxième révolution. Donc la première, le volume, la deuxième, la longévité. Encore une fois, le mot longévité, il est beaucoup plus riche. Ça concerne tout le monde. Vieillissement pour les autres, ainsi de suite. J'ai déjà dit, puis à quel âge on est vieux, enfin, on revient à chaque fois. Ah, au fait, j'ai un truc. Vous savez, quand on dit à quel âge on est vieux, comment ça se passe? J'ai un truc qui est très simple, qui marche à tous les coups. Quelqu'un qui est vieux, c'est quelqu'un qui a 15 ans de plus que vous. Vous allez voir, ça marche tout le temps. Début de la vie, à la dernière fois de la vie. Alors, on en voit plus ou moins, mais c'est comme ça. Voilà. Donc, comme ça, vous êtes tranquille, ça vous permet d'avoir à peu près des repères. Troisième révolution, c'est la plus difficile, c'est celle... il y a à ma droite un psychologue, comme je vous dis,
Il faut que je fasse attention aux mots que j'utilise et tout ça. Voilà. C'est celle des têtes, dans les têtes. Les représentations. C'est, comme toujours, ce qui est normal. Hein, c'est ce qui est le plus ancré. Nos croyances, nos stéréotypes, qui sont très forts, qui peuvent être vrais ou faux, ça c'est une autre histoire. En tout cas, voilà. Regardez par exemple les stéréotypes qui peuvent rester sur les femmes, sur le travail des femmes, ainsi de suite. Le fait que vraiment, quand même, une femme, c'est normal qu'elle soit moins bien payée qu'un homme, ainsi de suite. Il y a encore des choses comme ça, très très fortes. Il y a des cultures, quand même, des stéréotypes extrêmement violents sur les femmes sont inférieures, ainsi de suite. Bon, voilà. Et bien, sur l'âge, on a aussi ces questions-là. On a aussi une violence très forte, je dirais de cette manière, contre l'âge. Nos sociétés sont des sociétés qui se sont créées sur, on pourrait dire, le mythe de la jeunesse. Même un peu de la jeunesse éternelle, d'ailleurs. C'est-à-dire l'idée de c'est les jeunes, c'est la jeunesse, c'est la force. Alors, au début, c'est logique, évidemment, puisqu'il y a une culture un petit peu guerrière, puisqu'à un moment ou à un autre, il faudra faire face à telle ou telle invasion. Donc il faut avoir des gens en capacité d'y répondre. Donc il faut avoir des gens, plutôt des hommes, et jeunes et forts. Et puis ça a été aussi, avant même encore, la chasse, et ainsi de suite. Ou tout ce qui était lié, d'une certaine manière, à la force physique. Ça a été le début de notre humanité, beaucoup centré là-dessus, parce qu'il n'y avait pas de moyens tout simplement mécaniques. Il a fallu que quelqu'un, certainement de très feignant et d'intelligent, invente la roue. Peut-être que c'était une fille d'ailleurs. Et voilà, on ne sait pas. Voilà. Et en tout cas, pourquoi on a inventé la roue en disant ça serait peut-être plus facile. Donc d'une certaine manière, être un peu feignant peut être une manière de très très inventive. Alors, sinon l'autre dit non, moi je continue à porter. Ben non, il y a aussi d'autres solutions. C'est pas bête de se trouver. Voilà. Mais donc, pendant très longtemps, ça a été ça. Et puis après, il y a eu un autre moment où ça a été plutôt que les jeunes, c'est les modernes, c'est les technologies, c'est les nouveaux produits, c'est la consommation. Et donc, dans notre société, on va dire, capitaliste, qui est là, entre autres, qui fonctionne sur la consommation, les jeunes sont ceux qui s'équipent, sont ceux qui vont acheter de nouveaux produits. Et puis, quand on les touche un jour, ils vont acheter notre produit toujours. Ah, il y avait une expression, citroëniste un jour, citroëniste toujours. C'est l'idée, voilà, on va les fidéliser, à partir de là, ils viendront au Crédit Mutuel, ils viendront au Crédit Mutuel à 20 ans, bah, ils y seront encore à 80 ans. Donc voilà, on va les garder comme ça. Et du coup, on va viser les jeunes. Et puis c'est les jeunes qui contribuent à l'émergence de nouvelles tendances, qui vont changer de mode, et ainsi de suite. Donc il faut les viser, et c'est eux qui sont intéressants, d'une certaine façon. Et d'ailleurs, même dans l'idéal, pour le monde publicitaire, pour le monde économique, la quarantaine, c'est pas mal. Allez, après 40 ans, vous disparaissez. Comme ça, il y a un autre qui arrive, qui rachète, qui vont racheter l'appartement, qui vont remettre leur propre machine à laver, et donc ça fait tourner le circuit économique. Vous voyez, donc il y a à la fois quelque chose qui est lié à l'image de la performance, les jeunes, c'est la force, l'intelligence, et tout ça, et puis c'est aussi la consommation, le renouvellement, la modernité. Et finalement, ces choses-là sont restées extrêmement ancrées dans nos représentations. Ça reste encore quelque chose, y compris d'ailleurs parfois évoqué par des gens très âgés qui disent « Ah oui, mais moi je ne suis pas assez jeune pour, je ne suis plus assez jeune pour. » Il faut faire attention à ça, vous savez. Il y a un temps où on vous dit « Ah, ça c'est pas ton âge, c'est trop jeune. » Et après « Ah, ça c'est plus de ton âge, c'est trop vieux. » Donc il ne faut pas rater le moment entre les deux. Voilà. Un des éléments justement, c'est que ça c'est un petit peu terminé. Il y a... Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a que ça reste encore très fort, par exemple, dans l'emploi. Les seniors, c'est-à-dire dès 45 ans, dans l'entreprise on est un senior dès 45 ans, quand ils perdent leur emploi, la chance d'en retrouver est quasiment égale à zéro. C'est la catégorie, on parle beaucoup du chômage qui baisse un tout petit peu, ainsi de suite. En tout cas, il ne baisse pas pour les seniors. Mais en même temps, le taux d'activité des seniors, lui, a augmenté parce que les lois et tout ça, on fait déjà qu'on a remonté l'âge, et ainsi de suite, donc progressivement les choses changent, mais une partie des gens qui sont en activité ne sont pas vraiment en activité puisqu'ils sont au chômage. Mais ils ne sont pas à la retraite, ils sont au chômage. Voilà. Mais parce que les entreprises ont souvent un regard assez négatif. Alors elles ont parfois un regard assez négatif sur certains jeunes aussi. Mais elles ont un regard aussi très négatif sur les seniors en global. Donc voilà, le regard reste plutôt négatif. J'avais retrouvé la première étude qui s'était intéressée aux représentations des dirigeants américains sur les seniors. C'était en 1977. Deux sociologues qui avaient monté ça à l'époque. Et ce qu'ils disaient, c'était les seniors ne sont pas assez productifs, ne sont pas à l'aise avec les technologies. Voilà. Et vous demandez aujourd'hui à des dirigeants d'entreprise, ils vont faire à peu près la même chose. Car ça a globalement pas augmenté. Pas productif, ainsi de suite, productivité plus faible et autres. Sauf que c'est pas vrai. Mais
Je vais y revenir après. En tout cas, voilà. Représentation très fortement ancrée sur l'âge. Voilà. Après, ça rajoute un autre élément, c'est qu'en plus, c'est aussi une représentation sur l'idée que ouais, les gens âgés en plus, alors on l'a beaucoup entendu dernièrement, hein, les gens âgés en plus, non seulement ils ne servent pas à grand chose, ils sont inactifs. Le mot inactif, je parlais d'Albert Camus, les termes. Souvent, pour définir les retraités, on dit des inactifs de plus de 60 ans. Et quand on dit inactifs, ça veut dire des inutiles, des qui ne servent à rien, des qui ne font rien. Alors que et les actifs, c'est ceux qui travaillent. Moi, je connais certains inactifs qui sont plus actifs que certains actifs. Ça peut être par exemple des bénévoles. Hein, voilà. Et vous en trouvez parfois, ici, il y a toute une série de bénévoles qui ont fait le boulot, qui sont actifs d'ailleurs pour certains, par ailleurs, tout le reste de la journée. Voilà. Mais, et puis, il y a même certains actifs que je préférerais moins actifs. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, vous voyez, rien que le mot. Donc, il y a toute une représentation comme ça en disant, ces gens-là, en plus, et pendant très longtemps, sont à la retraite, nous coûtent d'une certaine manière, et ne servent pas à grand-chose. C'est un discours qui n'est pas du tout défendu par tout le monde, hein, mais qui est présent. Souvent d'ailleurs on parle de la charge des retraites par exemple. Ça coûte ainsi de suite. En oubliant que généralement le retraité a cotisé avant d'être à la retraite. Et que c'est d'une certaine manière un salaire différé. En fait c'est de l'argent qu'on n'a pas touché pendant qu'on travaillait et qu'on touche à la retraite. Avec, d'ailleurs ça fait aussi bien la question d'intergénération, ceux qui travaillent, donc plus jeunes, qui cotisent. Et cette cotisation est utilisée par ceux qui ont travaillé auparavant et donc sont plus vieux. Enfin, bon. Voilà, donc, mais en tout cas, on est dans cette image-là. Donc la troisième révolution, elle est sur changer de regard sur la question de l'âge. Comprendre que ça ne veut pas dire grand-chose. En fait, demander son âge à quelqu'un, on s'en fout, quoi. Parce que c'est quoi son âge? C'est l'âge qu'il a dans son cœur, l'âge qu'il a dans sa tête, l'âge qu'il a dans ses artères. Bon, il y a d'autres personnes, parfois, vous avez un petit peu de mal, quoi. D'ailleurs, l'âge aussi a tout simplement rajeuni. Non seulement on a rajeuni puisqu'on a plus d'espérance de vie, après tout notre âge, on pourrait définir à l'inverse, combien d'années il me reste à vivre? Ah ben dans ce cas-là, quelqu'un de 45 ans en 1900, il lui restait 1 an à vivre. Donc il était sacrément vieux. Aujourd'hui, il lui reste 35 ans à vivre. Donc c'est pas du tout les mêmes choses. Hein, donc voilà, si simplement on inverse comme ça, déjà on voit qu'il y a une sacrée différence. Deuxième élément, c'est juste, il suffit de regarder. Prenons une photo des années 70 à la mairie de Laval d'un mariage. Un mariage et tout ça avec un photographe qui a pris une photo en noir et blanc. Et, tu sais, il y avait, tu te souviens, il y avait oncle Jean. Oh, qu'est-ce qu'il était vieux. Ah ouais, je crois qu'il avait 60 ans. Et on va chercher sur la photo, on va trouver l'oncle Jean, au fond là, sur le côté de la photo, un peu coupé d'ailleurs. Mais on reconnaît parce que une bonne modèle, genre 7 mois et demi. Mais c'est pas dans 1 mois et demi qu'il va accoucher. Voilà, donc ça va rester plus longtemps que ça. Puis on voit que le costume est un peu étriqué parce qu'il ne devait plus sortir très souvent. Même si c'est en noir et blanc, on sent que voilà, il y a beaucoup de veines et tout ça. Enfin bon, on sent. Vous reprenez quelques générations après la même famille, enfin les descendants qui se marient, et là vous regardez ceux de 60 ans, puisque c'est oncle Jean le plus vieux. Attends, il y a oncle Jérémy, il y a quoi? Ouais, 63 ans, mais sinon, ah ouais, il fait pas, il a 30 ans. Là, on va en trouver 4, 5, 6, 7. Ah puis tiens, bah, on avait oublié, il y a Pierre. Pierre, eh ben, il est au milieu, c'est lui qui se remarie. 60 ans, pareil. Hein, donc voilà, c'est ça aussi. Donc ça n'a plus rien à voir. Ou faites, un autre exemple tout bête, faites, en tout bien tout honneur, une sortie des écoles. Et vous regardez parfois les parents d'élèves. Et donc celui-là, il vient chercher son fils ou son petit-fils. Ah ben il vient chercher les deux, parce qu'en fait il a refait sa vie, il a refait des gosses après. Voilà, bon, voilà. Vous voyez, donc les choses ont complètement changé. On n'a plus le même âge. Et les gens regardent comme si c'était une photo, alors c'est un film. Quelqu'un qui a 60 ans en 2018, c'est quelqu'un qui avait 45 ans en 1958. On a rajeuni. Non seulement on a gagné des années sur les années, puisqu'on a une espérance de vie plus longue, mais en plus, les gens au même âge ne sont pas les mêmes. Vous faites en termes de forme physique, en termes de forme cognitive, en termes d'image et ainsi de suite, en termes de tenue, en termes de centre d'intérêt, de tout ce que vous voudrez, globalement, il y a des exceptions bien sûr, mais globalement, quelqu'un de 60 ans d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui avait 45 ans en 58. On a globalement tous. Alors ça veut dire aussi que les plus jeunes vont aussi rajeunir. À 15 ans, ils ont 0 ans. Non, là, ça ne marche pas tout à fait. Voilà. Mais, voilà. Donc il y a ça. L'âge, il est complètement différent. Et à propos d'âge qui est complètement différent, un autre élément, ce qu'on appelle l'âge cognitif. L'âge cognitif,
c'est l'âge qu'on pense qu'on a. Alors souvent, alors on a fait des études, et une étude en particulier qui est très très connue, c'est, on a vu avec des gens qui avaient dépassé la soixantaine. On s'est aperçu que les gens-là, eux, l'âge qu'ils ont dans leur tête, c'est entre 15 et 19 ans de moins que l'âge qu'ils ont. Donc ils n'ont pas 60 ans justement, ils ont 45 ans. Alors ce que je dis à mes étudiants de 20 ans, vous avez 20 ans, pour vous quelqu'un de 60 ans, c'est quasiment un vieillard Kakoshim qui en a 90. Donc si vous parlez à quelqu'un de 60 ans qui pense qu'il en a 45, comme s'il en avait 90, ça ne va pas bien se passer. Vous n'allez rien arriver à lui rendre, par exemple. Ça ne va pas être possible. Voilà. Mais il n'empêche que c'est la réalité. On a, genre, ils ne se lèvent pas tous les matins et disent « Ah, j'ai que 45 ans ». Mais la manière de se comporter, et souvent ils ont raison, parce que physiquement, souvent ils n'ont que 45 ans. Alors ça dépend de leur mode de vie. S'ils ont passé leur vie à fumer, à boire, ainsi de suite, ça sera un peu différent que ceux qui ont fait plus attention. Mais quand même, il y a cet élément-là. Donc tout ça, c'est nos représentations qui ont un sacré besoin de coups de jeune, de certaine manière. Il faut rajeunir le regard sur l'âge. C'est ça l'enjeu. Et ça, c'est la troisième révolution, qui est d'une certaine manière la plus difficile à faire, parce qu'il y a encore des représentations très négatives, parfois portées par les seniors eux-mêmes. Avec la Fondation Corian, on a fait une étude, entre autres, on demandait aux gens à quel âge on est vieux. Alors c'est amusant d'ailleurs, on l'a fait sur 4 pays. Aux gens de moins de 65 ans, ils disent on est vieux à partir de 70 ans. Aux gens de plus de 65 ans, ils disent on est vieux à partir de 80 ans. Donc vous voyez aussi, ce qui est logique, hein, voilà, on voit aussi tous ces mots-là. On demande aussi aux gens, mais qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. On s'apercevait que les gens de plus de 65 ans, parfois s'interdisent des choses. Non mais ça, cet âge-là, on ne peut plus le faire. Mais pourquoi? C'est dans la tête souvent. Hein. Alors évidemment, s'il s'agit de courir le 100 mètres en 10 secondes, remarquez, les gens qui courent le 100 mètres en 10 secondes ou en 11 secondes, souvent ne vont pas vivre très vieux. Il arrive qu'ils aient utilisé des substances un petit peu bizarres qui ne vont pas les aider nécessairement à vivre. Mais bon, passons. Voilà. Et en tout cas, les seniors eux-mêmes souvent intègrent ou ce qu'ils ont dit aussi quand ils étaient plus jeunes. Ah, quand on est vieux, ainsi de suite, on peut plus faire ça, ainsi de suite. Donc il y a aussi une auto-limitation, presque une auto-censure dans certains cas. Ah non, ça quand même, je ne peux pas me le permettre. J'avais travaillé avec une entreprise, donc c'était des gens de plus de 55 ans, on disait, vous allez encore travailler une dizaine d'années, et donc il y a la possibilité d'être formé, de faire telle ou telle chose. Et beaucoup disaient, oh, quand même, j'ai peur, ainsi de suite. Et après, ils disaient, qu'est-ce que je suis content, je suis fier de moi. Il y a aussi cet élément-là. C'est-à-dire, ah, j'ai pu le faire, alors que je m'étais dit, je ne pourrais plus. Alors il y a des gens aussi qui vont se donner un challenge, je ne sais pas, moi, à 70 ans, ils disent, bah tiens, je vais faire le marathon par exemple, je vais m'entraîner. Alors s'ils s'entraînent sérieusement, ils peuvent le faire. Je fais du marathon, et il n'y a pas très longtemps, je termine le marathon de Paris, un peu fatigué, et j'entends un type qui a interviewé, donc qui était déjà arrivé, le temps d'être interviewé, donc ça fait un bon moment par rapport à moi qui était interviewé, il expliquait qu'il fêtait ses 70 ans en faisant le marathon. C'est un peu humiliant quand vous êtes là, vous n'en pouvez plus, vous avez l'autre qui a 20 ans de plus et qui est arrivé tout fatigué encore. Bon, voilà. Donc c'est ça aussi. Hein. Donc on peut aussi faire tout ça. Donc tout ça pour dire, pour préparer, donc maintenant que j'ai fait l'introduction, Nicolas, je vais commencer à rentrer dans l'exposé. Parce qu'on l'a dit à minuit et quart. C'est ça, hein, ce qu'on l'a dit. On l'a dit minuit et quart. Donc voilà. Donc, première partie, après l'introduction. Ah oui, j'ai quand même parlé un petit moment déjà. Mais sur cette histoire de guerre des générations. J'en profite, Serge, pour ceux qui m'entendent, vous pouvez déjà poser vos questions au 06 98 39, etc. Un numéro gratuit, parce qu'on m'a posé la question tout à l'heure. Vous pouvez y aller. Ah, il y a des choses gratuites dans ce bas monde. Eh oui. Ah, c'est beau. Alors, donc, juste sur cette histoire de guerre des générations, est-ce qu'elle aura lieu ou pas? Donc, première chose, encore une fois, on ne pense pas à les générations sans oublier tout ce que je vous ai raconté. Les générations ont changé. Ça, c'est déjà une première chose. Deuxième élément, on va dire, la guerre des générations. Sur quoi elle s'appuie, la guerre des générations? Elle s'appuie, il y a 3 remarques qui reviennent le plus souvent. La première, c'est avant, les gens vivaient ensemble. Donc il n'y avait pas de guerre des générations. C'était merveilleux. Tout le monde vivait ensemble. Et maintenant, les gens sont individualistes. Chacun vit de son côté. Donc il y a, dans le meilleur des cas, une indifférence des générations. Ça, c'est le premier thème. Deuxième thème, c'est la question des technologies. Ah bah oui, mais les technologies, les gens de 60 ans, ils sont complètement dépassés. Les jeunes, ils sont, on sait, le terme, c'est digital natives. Je suis né... Alors avant, on naissait dans les roses et tout ça. Maintenant, on est dans les ordinateurs. Bon progrès. Ça, vraiment, c'est voilà. Donc, les digital natives, évidemment, bah, eux, ils sont des dents, ils sont super à l'aise et tout ça, alors que les vieillards de 60 ans, ils sont complètement dépassés, ils ne savent même pas ce que c'est qu'un ordinateur, ainsi de suite. Ça, c'est le deuxième axe de discussion. Et puis le troisième, c'est, ah bah oui, non mais, les vieux sont tous riches et les jeunes sont tous pauvres, et c'est à cause des vieux riches qu'il y a des jeunes pauvres. C'est un peu ça, les 3 grands éléments de guerre des générations. Alors, c'est quoi le premier?
en a qui suivent quand même. Bravo, je vous remercie. Alors, le premier, c'est avant on vivait ensemble, c'était merveilleux. La petite parenthèse ou le petit plus, c'est il y a encore ça en Afrique par exemple. Comme si l'Afrique c'était un espèce de truc tout pareil. Ah non, en Afrique c'est encore comme ça, les gens se sentent beaucoup, les vieux et tout ça. Voilà. On sort d'ailleurs souvent, en Asie aussi, on va sortir en Asie, ainsi de suite. Voilà. Il y a un très très beau, il y a une très très belle formule d'un grand poète africain qui s'appelle Ampateba, qui disait un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Très beau. Alors c'est un poète Peul. Les Peuls, c'est 40 millions de personnes sur les 2 milliards d'Africains. Donc c'est pas tout le monde ne pense pas nécessairement de la même manière. Mais bon, en tout cas voilà, il y a cette image-là, et puis avant, souvent de toute façon, le avant c'était mieux. Hein. Le avant c'était mieux, avant les familles, tout le monde se parlait, c'était merveilleux. Alors, c'est un peu vrai, et c'est un peu faux. D'abord, les familles en question, c'était au maximum 3 générations. Et ça ne durait pas nécessairement très très longtemps. Parce qu'encore une fois, l'espérance de vie. Alors on faisait les enfants plus tôt, l'enfant n'était pas non plus à 3 ans et demi. Hein, donc voilà. Mais les gens disparaissaient plus tôt. Voilà. Donc il y avait ça. Mais les gens, c'était comme ça. Il n'y avait même pas de réflexion. Il n'y avait pas de choix. On vivait dans une ferme, on restait dans la ferme, et les enfants qui arrivaient, ils travaillaient la ferme, et au bout d'un moment, ils remplaçaient le père, la mère, ainsi de suite. Et puis voilà. Et puis les plus âgés restaient là jusqu'à ce qu'ils décèdent. Il n'y avait pas d'autre débat. Mais les gens vivaient entre eux. Je ne peux pas dire qu'ils étaient nécessairement heureux de vivre entre eux. Mais c'était comme ça. Il n'y avait pas d'autre débat. J'ai vu, un jour, par curiosité, il y a un paquet d'années, je me suis un peu intéressé à ces questions-là, et j'ai retrouvé toute une série de procès et autres, de problèmes qu'il y avait eu plutôt au 19e siècle, et même au début du 20e, au sein des familles. Par exemple, il y en avait un qui était assez amusant, c'est le petit-fils qui avait poussé sa grand-mère dans le puits. Erreur funeste. Pourquoi c'est une erreur? Enfin, vous n'avez pas de sens pratique. Mais ça gâche l'eau. La grand-mère qui reste au fond du puits, elle ne remonte pas. Et donc l'eau, elle moisit, elle est dégueulasse. Et donc comment ils s'en sont aperçus? Si toute la famille a été malade. Et donc ils ont fait une enquête, et on a découvert les restes de madame qui étaient au fond. Donc vous voyez, c'est pas toujours si bien que ça, la coopération entre les générations avant. Hein, donc il y avait aussi des exemples comme ça, il y avait plein de choses qui n'étaient pas toujours très 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 reluisantes. Voilà, je ne vais pas donner d'autres exemples, mais voilà, c'était ça aussi. Donc, le avant n'était pas toujours si mieux que ça. Aujourd'hui, il n'y a plus ça, c'est vrai. Ou il y a beaucoup moins ça, parce qu'on retrouve encore un petit peu. Mais qu'est-ce qui se passe? Après un temps où c'était plutôt famille je vous hais, famille je vous déteste, je veux pas dans la famille, là ce qu'on s'aperçoit, alors c'est aussi lié à la crise, c'est que les gens souvent ils disent, dans la difficulté et tout, heureusement qu'il y a la famille. Hein, et que ça aide beaucoup. Dans les deux sens d'ailleurs. Les enfants, les petits-enfants, dans les problèmes de logement, dans les problèmes du boulot et tout, les grands-parents qui filent un coup de main. Alors le coup de main, ça peut être matériel, ça peut être économique, ça peut être de plein de choses. Hein, n'empêche que, voilà, il y a ça. Ça existe. Mais il y a aussi à l'inverse. Les grands-parents qui ne vont pas bien, et les enfants, les petits-enfants qui filent un coup de main, qui vont aller réparer la maison, qui vont les accueillir chez eux, que sais-je encore. Il y a plein de choses comme ça. Et là, d'une certaine manière, bien sûr, il y a aussi la crise, il y a aussi tout ça. Mais n'empêche que c'est d'une certaine manière plus choisi. On ne vivait pas ensemble, mais on s'entraide, parce qu'on sait que ça compte, ainsi de suite. Alors, avec une différence aussi, c'est que les familles sont plus petites. Donc il y a moins de gens aussi pour s'occuper plus largement. Hein, quand vous aviez 5, 6, 7 enfants, ça divisait aussi. Là, il y a 1, 2, 3 enfants. Il faut être aussi honnête. On parlait souvent de la fille sacrifiée. C'était souvent la fille aînée. Vous vous souvenez de la chanson peut-être du Gaufret, Dis-moi Céline, c'est ça. Hein. Et en sociologie, pour faire chiffre, on dit la fille sacrifiée. Bon, voilà. Mais c'est une réalité. Là, évidemment, dans une famille, vous avez des garçons, c'est la merde. Hein, voilà. Mais bon. Voilà. Mais, et puis aujourd'hui, avec moins d'enfants et tout ça, les choses se passent différemment. Mais n'empêche que le socle de la solidarité, c'est redevenu, ça reste très profondément la famille. Je prends un autre exemple en Espagne. Il y a eu une crise énorme en Espagne, largement supérieure à ce qu'on a pu connaître, avec un chômage démentiel, plus de 40% pour les jeunes. Qu'est-ce qui s'est beaucoup passé? C'est que les jeunes sont repartis dans les villages où vivaient les grands-parents. Et, alors, un peu de travail noir, et puis on vit chez les grands-parents, du coup on ne paye pas, et ainsi de suite, et on s'en sort comme ça. Et toute une partie de la population s'en est sortie de cette manière-là. Donc là, ça a été une autre forme de solidarité. Un grand-parent qui n'avait pas nécessairement beaucoup d'argent, mais bon, on partage le pain, machin, un truc, et puis on partage la maison, et ainsi de suite. Voilà. Donc ça, vous voyez, donc premier élément, pas si net que ça, avant c'était mieux, maintenant c'est pire. C'est plus compliqué que ça. Hein. Alors, on n'est pas dans le monde de oui-oui. Il y a aussi des familles où ça se passe très très mal aujourd'hui, évidemment.
non, je t'aiderai pas, ainsi de suite. Il y a des familles en plus qui se sont séparées, refaites, et ainsi de suite, donc ça devient un peu compliqué. Au fait, je viens me faire aider chez qui? Mon père, mon beau-père, mon deuxième beau-père, mon troisième beau-père, bon, voilà. Voilà, il y a aussi tout ça. Bon. Mais n'empêche que, globalement, c'est quand même une réalité. Deuxième axe dont j'avais parlé, l'histoire de la technologie. Il y a encore pas longtemps, une étude qui sort, un journaliste qui m'appelle en me disant, alors je sais plus, c'était 75% des plus de 60 ans, des 70 ans je crois, utilisent régulièrement Internet. Et le journaliste me dit, vous devez être très surpris du truc. Je dis, mais non, je dis, moi je suis surpris que vous soyez surpris. Parce que des gens de 60 ans qui utilisent un ordinateur, bah, franchement, bien sûr qu'il y en a qui ne l'utilisent pas. Mais il y a aussi des gens de 20 ans qui ne l'utilisent pas. Et c'est pour la même raison. Il y a deux raisons pour ne pas utiliser l'ordinateur. La première, enfin il y en a trois. La première, elle est économique. Ben, je n'ai pas le pognon pour en acheter. Et ça, à 60 ans comme à 20 ans, on peut avoir un problème. La deuxième raison, c'est que je suis dans une zone blanche. C'est bien gentil, de toute façon, je n'ai aucune connexion. Donc ça ne sert à quoi? Et là aussi, j'ai 20 ans ou 60 ans, ça ne règle pas grand-chose. Et la troisième raison, elle est sociale et culturelle. Je suis dans un milieu où, globalement, on n'a pas appris. Alors, après, on peut utiliser l'ordinateur, et par exemple, être super bon sur les jeux vidéo, et être incapable de faire sa déclaration d'impôt. Et on a 20 ans. Hein, ce qu'on appelle l'électronisme. Il y a un certain nombre de gens qui sont, qui vont jouer à plein de choses, mais en revanche, face à l'administratif, face à des choses avec des mots, ainsi de suite, ils sont totalement perdus. Ils peuvent avoir 20 ans comme 60 ans. Donc, pour dire que c'est pas tellement le sujet. Il y a eu une rupture technologique très forte, en particulier dans les entreprises. Quand les ordinateurs sont arrivés, les gens qui avaient plus de 50 ans, dans les entreprises, ont dit, c'est pas la peine, ça va être trop compliqué pour toi. Et comme il y avait les systèmes de pré-retraite et tout ça, on a mis dehors un certain nombre de gens en disant, on va pas se fatiguer à les former, ça va être trop compliqué, ils vont pas être capables et tout. Et c'est vrai qu'il y a eu ça. Ça a joué. Et donc des gens qui ensuite, on les a foutus dehors en leur disant, tu ne seras pas capable d'utiliser un ordinateur, ils ne s'y sont pas mis nécessairement après, à la retraite. Parce que du coup, on leur a tellement dit qu'ils n'en seraient pas capables que bon, voilà. Et puis c'était moins important qu'aujourd'hui. Mais ça fait 30 ans. Donc quelqu'un qui a 60 ans, il avait 30 ans quand c'est arrivé. Si dans son entreprise, il n'y avait pas d'ordinateur pendant 30 ans, c'était une drôle de boîte quand même. Voilà. Donc ça peut arriver dans certaines activités, tout ça, mais ça reste infime. Et c'est pas lié à son âge, c'est lié à sa situation sociale, à sa situation d'entreprise. Donc la fracture dite technologique, elle est pratiquement inexistante. Elle existe un peu, bien sûr. Encore une fois, quelqu'un de 15 ans sera certainement plus doué, plus à l'aise, plus facile que quelqu'un de 25 ans d'ailleurs. Que quelqu'un de 45, que quelqu'un de 65, que quelqu'un de 85, bien sûr. Il y aura une alacrité, une habitude, tout ce qu'on voudra. Mais d'ailleurs, c'est génial tout ça. Parce que qu'est-ce que ça crée? Ça crée un joli mot, ça crée la notion de réciprocité. Avant, c'était le jeune qui apprenait auprès du vieux. C'était la règle, c'était normal d'ailleurs. On allait faire son apprentissage. Les plombiers, on apprenait chez un artisan plombier qui était plus âgé et qui apprenait le métier. On apprenait la cuisine auprès et ainsi de suite. C'était normal et ça continue. Mais il y a aussi à l'inverse des jeunes qui apprennent des choses, en particulier autour des technologies, à des plus âgés. Et ça s'appelle la réciprocité. Avant, ça ne marchait pas dans les deux sens. Aujourd'hui, ça marche dans les deux sens. Quand je suis jeune et que je peux donner, entre guillemets, des leçons à un plus âgé, d'abord, ça me valorise. Et du coup, ça me rend aussi plus capable de l'écouter sur autre chose. Où là, je me dis, là, c'est plutôt lui qui a des choses à m'apprendre. On voit ça dans l'entreprise d'ailleurs, dire, bah oui, là-dessus, c'est plutôt lui, là-dessus, c'est plutôt moi, ainsi de suite. Et ça crée d'ailleurs, du coup, une relation différente. Donc là, par exemple, non seulement il n'y a pas de fracture, mais il y a même quelque chose de plus riche encore, de plus beau encore, qui est un échange nouveau. Et sans doute ici, beaucoup d'entre vous, à un moment ou à un autre, on montre son portable, bien, tu vas pas me croire, mais c'est ma petite fille de 8 ans qui m'a réparé. Et mais elle m'a fait ça en 10 minutes, ou en 2 minutes. Et les personnes qui disent ça, elles disent, oh, je suis passé pour un con, je me suis senti... Non, on est admiratif de la petite fille de 8 ans. Et on est tout content et tout fier de notre petite fille de 8 ans qui a fait ce truc-là. Hein, donc, ça change. Et la petite fille de 8 ans, elle est super fière d'avoir aidé grand-père ou grand-mère à avoir réparé le truc. Et donc, jamais, il y a seulement une génération, vous n'auriez pas trouvé ça, parce que voilà. Alors, c'est très centré sur la technologie, mais il peut y avoir d'autres choses. Je prends un autre exemple qui n'a strictement rien à voir. Les étudiants d'aujourd'hui, beaucoup de jeunes, sont allés beaucoup plus à l'étranger, y compris pour faire des études. Il n'y a pas très longtemps, j'ai échangé avec un groupe de femmes relativement âgées, et ils m'expliquaient, nous, on a organisé avec les copines, on avait décidé d'aller en Autriche, à la Vienne. Et j'y suis aussi allé parce que mon petit-fils en revenait, il a fait 2 ans d'études là-bas et tout ça. Et c'est mon petit-fils à qui j'ai demandé comment on y va, pour pas cher, ainsi de suite, et je lui ai demandé des adresses. Je pense que le petit-fils n'a pas donné toutes ses adresses. Mais c'est pas grave, vous vous rendez compte, c'est la grand-mère qui demande à son petit-fils des conseils pour faire un voyage. Mais il y a une génération, ça ne marchait pas ça. Vous voyez donc, voilà, deuxième élément,
non seulement là-dessus, il n'y a pas de fracture générationnelle, il y en a finalement assez peu, et en plus, il y a même de la réciprocité de manière incroyable. Troisième axe, vous vous souvenez du troisième axe? Voilà, c'est le plus facile, c'est le pognon. Ça, on s'en souvient quand même, voilà. Il y a un discours qui est relayé d'ailleurs au plus haut niveau de l'État pour globalement dire les vieux ont du fric, trop, sont des privilégiés, et les jeunes sont des pauvres et tout ça. Et il y a même un chercheur, qui est un de mes ennemis personnels, qui a fait des bouquins là-dessus, et c'est toujours un petit peu son truc, depuis des années, à raconter que voilà, c'est à cause de tout ça. C'est-à-dire que finalement, c'est remplacé, je vais dire des gros mots, c'est pas tout à fait ça, mais la lutte des classes par la lutte des âges. Finalement, la question, c'est plus une question sociale, c'est une question des générations. Les générations vieilles qui ont piqué tout le pognon, et les jeunes, ils n'ont pas rien. Et, alors on va dire, la preuve, par exemple, c'est que le taux de pauvreté chez les jeunes est plus important que le taux de pauvreté chez les vieux. Ce qui est vrai. Alors attention, peut-être pas pour très longtemps, parce que le taux de pauvreté des vieux est en train de réaugmenter. Ça a été l'inverse, jusqu'aux années 70, c'était le taux de pauvreté des vieux qui était très supérieur à celui des jeunes. Et puis, entre autres, sous Giscard d'Estaing, ça a commencé là, une revalorisation du minimum, et ainsi de suite. Puis les effets de retraite ont commencé à augmenter, ainsi de suite. Le fait que, dans un couple, les deux travaillent, donc les retraites sont aussi meilleures, ainsi de suite. Même si la retraite des femmes est scandaleusement de quasiment 50% inférieure à celle des hommes, n'empêche qu'il y a une retraite, alors qu'avant, il n'y en avait pas. Les femmes travaillaient, mais ce n'était pas déclaré, donc voilà. Donc les choses ont quand même évolué. Mais globalement, on va dire, bah oui, vous voyez bien, regardez, quand on regarde le pouvoir d'achat, tout ça, les vieux, il est supérieur à celui de tous les autres. Alors si on prend tous les autres, de 3 points. Donc c'est assez faible le truc. Et puis surtout, alors là on peut être en total désaccord avec ce que je dis, hein. Mais comme avec tout le reste d'ailleurs, on est là pour discuter. C'est mon côté ringard, réactionnaire, tout à fait assumé. Je ne suis pas spécialement choqué que quelqu'un qui ait travaillé 40 ans gagne plus que quelqu'un qui n'a pas encore travaillé. Il y a un truc tout bête. C'est-à-dire qu'en effet, les retraités ont des revenus supérieurs aux 18-25 ans. Oui, ils ont des revenus supérieurs à un lycéen. Est-ce que c'est si grave que ça? Ça me paraît assez normal. Mais bon, et si on enlève les 18-25 ans, les retraités n'ont pas des revenus supérieurs à toutes les autres catégories. Hein, donc voilà, donc il faut être plus limité. Alors, après, il y a d'autres qualités, par exemple, on va dire, avec raison, oui, mais enfin, 75% des retraités sont propriétaires de leur logement, contre 53% de la population en moyenne. C'est un fait. Mais tout le monde n'a pas un 150 mètres carrés au centre de Laval, voire de Paris. C'est pas tout à fait le même prix. Voilà. Hein, il y a des gens, voilà. Donc, et puis, parfois, les gens, c'est à 40 km de Laval, par exemple. Et leur maison... Alors, en plus, il y a un autre problème, c'est que, donc, leur maison, parfois, on le voit, c'est d'ailleurs extrêmement rude. Les gens qui disent, bah, il faut que je me rapproche de la ville, par exemple, parce que je commence à être trop âgé. Bah, et ils mettent en vente. Déjà, c'est une difficulté parce que j'ai toujours vécu. Donc, c'est mon identité. Hein. Puis, ils mettent en vente, puis ils découvrent que c'est pas du tout le prix qu'ils en espéraient. Parce que, bah voilà. Parce qu'il n'y a pas de demande, parce qu'il y a un petit peu. Donc, ça enferme, parce que parfois, les gens ne peuvent même pas vendre. Et puis, un autre élément tout bête, c'est on a acheté une maison, c'était super. Ah, bah, avec, moi j'avais 45 ans avec mon cousin, on est remonté, on a refait le toit. Et maintenant, 40 ans plus tard, ils ont 85 ans tous les deux, il faut refaire le toit. Et s'ils remontent sur le toit, je crains que l'espérance de vie chute. Vous voyez, donc, à un moment donné, ça ne marche plus comme ça. Le fait d'avoir une maison à soi n'est pas nécessairement une liberté. Voilà, donc à un moment donné, c'est pas si simple que ça. Donc même si on est propriétaire, on n'est pas toujours propriétaire de quelque chose qui vaut tant que ça. Donc là aussi, il faut être plus nuancé. Alors, c'est vrai, alors, dernier élément, c'est vrai qu'il y a moins de... Et c'est dramatique évidemment qu'il y a un taux de pauvreté, c'est dramatique qu'il y ait des jeunes qui soient sous le seuil de pauvreté, bien évidemment. Mais il y a une petite différence entre être sous le seuil de pauvreté à 20 ans et être sous le seuil de pauvreté à 85 ans. C'est qu'à 20 ans, on a des chances de s'en sortir. On peut se mettre à bosser, ainsi de suite. À 85 ans, c'est plus difficile d'aller à Pôle emploi pour proposer d'aller bosser. Vous voyez, c'est plus compliqué quand même sur les choses. Voilà. Donc il y a aussi cet élément-là de perspective de cette manière. J'ai parlé de l'augmentation de l'espérance de vie, mais bon, au bout d'un moment, c'est quand même plus difficile. D'ailleurs, je reste là-dessus juste une seconde. On a une croissance incroyable du nombre de gens qui travaillent après la retraite, qui cumulent emploi-retraite, par exemple. Pourquoi? Alors, une partie... Je pense qu'il y a une partie quand même qui ont des revenus pour vivre, mais bien sûr. par passion. Oui. Voilà, Madame dit,
Ouais. Madame dit avec raison, il y a une partie, c'est pas une question de revenus, c'est une question de passion. Alors c'est souvent d'ailleurs ceux qui ont le plus de revenus qui ont en plus cette passion. Ben oui, c'est comme ça. Et donc ceux-là, à la fois c'est une passion, mais en plus c'est bien payé de continuer de travailler, donc ils continuent. Et puis il y en a d'autres, ils n'ont pas le choix parce qu'ils ont des toutes petites retraites. Je rappelle, j'appelle ça le syndrome dernier salaire, première pension. Ça peut faire un choc. Aujourd'hui, c'est plus de 50% de perte. Il y a des gens qui n'étaient pas du tout préparés au truc. Ah, j'ai plus que ça. Voilà, parce que bon, voilà. Et donc ceux-là, dans un cas avec des petites retraites, ainsi de suite, et ceux-là, ce qu'ils ont à vendre, entre guillemets, ils ont moins de compétences, de toute manière, il y a moins de demandes, donc ils vont vendre du temps. Et du temps, par exemple, pour aller, je sais pas, garder les enfants, s'occuper des animaux, regarder les résidences secondaires, que sais-je encore. Ce qu'on appelle, entre guillemets, le terme est très laid, les petits boulots. C'est aussi du service, mais simplement, sauf qu'il est surtout pas très bien payé. Voilà. Bon, mais il y a ça. Puis il y a aussi des gens qui vont se mettre en auto-entrepreneur. Puis il y a tout simplement des gens qui vont travailler au noir. On estime globalement qu'il y a à peu près 4 millions de personnes sur les 16 millions de retraités qui travaillent d'une manière ou d'une autre. Donc voilà. Et une partie des autres, c'est qu'ils aimeraient bien, mais qui ne peuvent pas. Il y a aussi des gens qui sont trop fatigués, trop abîmés, et ainsi de suite, pour pouvoir travailler d'une manière ou d'une autre. Voilà, ça c'était pour répartir un petit peu cette histoire de, vous voyez, donc cette guerre des générations, sur ces trois éléments-là, on voit qu'elle n'est pas si évidente que ce qu'on raconte. Alors ce qui est le plus intéressant encore, c'est quand on demande aux jeunes, quand on demande aux autres, quand on demande aux vieux, c'est quoi votre rapport avec les générations? Vous savez, on est dans un moment un peu particulier, ça fait un petit moment, en France où, alors d'abord on est champion du monde du pessimisme. Alors, ce soir, on est super bon. Alors, toujours un petit peu sceptique, parce que par exemple, on m'explique que la femme française est plus pessimiste que la femme afghane. Je demandais aux instituts de sondage, mais comment ça marche votre truc? Je ne vois pas bien comment la femme afghane, qui sait ni lire et écrire, répond sur Internet pour expliquer qu'elle est pessimiste. Mais bon, ça c'est un truc, voilà. Mais en tout cas, globalement, il y a une sorte de pessimisme quand même très fort. Il y a un autre élément qui nous caractérise, et qui n'est pas très positif, c'est qu'on est dans l'inconfiance. Alors, on a une défiance totale pour beaucoup d'institutions, pas toutes. Les hôpitaux, les maisons de retraite n'ont pas été calculées dans ce truc-là. Les hôpitaux, l'armée, la police, c'est plutôt en haut. L'école, encore plutôt pas mal. Puis après, ça descend la justice, ça descend beaucoup. Les partis politiques, je n'en parle même pas. Enfin, bon, voilà. Mais globalement, il y a une défiance assez forte pour les institutions. Mais il y a aussi pire que ça. Il y a une question toute bête. On demande aux gens, si quelqu'un vient vers vous, vous ne le connaissez pas, est-ce qu'a priori, vous êtes plutôt en confiance ou plutôt en défiance? 80% c'est en défiance. Et plus on descend dans l'échelle sociale, plus la défiance augmente. Pour les ouvriers, c'est 94% la défiance. Vous voyez, donc quelque chose de... Donc voilà, donc on est plutôt défiant par rapport aux autres. L'autre élément, c'est on a plutôt tendance à dire que l'autre, il a plus d'aide que nous. Et c'est pas normal. Voilà, on est sur des choses comme ça. Je ne vous raconte pas pour en parler de ça, mais juste pour comparer. Quand on demande sur la question des âges, par exemple aux jeunes, on a posé la question toute bête, l'augmentation de la CSG pour les retraités. Vous trouvez ça normal, pas normal? On pourrait dire les jeunes, ils s'en foutent, et puis on se trouve, très bien, on prend un peu d'argent, ça nous fera pour nous. En plus, il y a tout le discours, c'est pour les actifs et tout ça. Ben non, 74% des jeunes disent c'est pas normal. Pourquoi? Parce qu'ils savent. Ben, c'est leurs parents, leurs grands-parents, ainsi de suite, donc ils voient bien ce qu'ils gagnent. Ils disent, ben non, c'est voilà. Donc vous voyez, on aurait pu s'attendre, et je pense que le gouvernement s'attendait, à un chiffre du genre 90% qui disent ouais, c'est normal, il faut leur prendre du pognon, ils sont riches, ainsi de suite. Ben, ça marche pas comme ça, parce que les gens les connaissent. C'est d'abord leur famille. Donc ils disent non, en plus ils m'aident, ainsi de suite. Voilà. Vous voyez, donc, et à tout. Il y a une autre étude où on demandait aux gens c'est quoi les problèmes, c'est quoi les guerres, justement. Il y a une guerre culturelle, alors là, elle était assez forte. Il y a des questions de religion, là, c'était très fort. Il y a des choses comme ça. On demandait est-ce que la guerre des générations, on était à 4%. Non, c'est pas du tout ça le sujet. C'est-à-dire que ce n'est pas le sujet pour les gens. Quand on demande aux gens, alors nous, pour le bouquin, on a fait un tour de France. On est allé dans des lieux où se pratique l'intergénération. Où, par exemple, il y a des activités physiques, avec plutôt des moniteurs assez jeunes, des gens plus âgés, ainsi de suite. Parce qu'il y a toute une association qui s'est créée il y a plus de 20 ans maintenant, il y a plus de 800 moniteurs aujourd'hui, qui s'appelle Ciel Bleu, peut-être que certaines et certains d'entre vous l'utilisez, où c'était deux profs de gym qui se sont dit un jour, ils étaient en études, ils se sont dit, on va pas faire toute notre vie dans les collèges, quoi. Et ils ont eu l'idée d'aller voir les maisons de retraite et les centres d'accueil pour handicapés, de dire, est-ce qu'on ne peut pas faire des activités physiques? On les a regardés, vous n'êtes pas fou, vous voyez bien, il est en fauteuil, il ne peut pas. Oui, il peut faire du tir à l'arc, il peut faire plein d'autres choses. Et donc, ils ont inventé un métier nouveau. Et je vous dis, aujourd'hui, ça c'est ce groupe-là, il y en a d'autres, 800 jeunes, 25, 35, quoi, qui font par exemple des activités physiques avec des gens beaucoup plus âgés. Ça, c'était une expérience. On montrait qu'elle marche super bien. Je vous parlais tout à l'heure, de l'habitat.
de l'habitat intergénérationnel. Pareil, dans des endroits, par exemple, il y a, pas très loin d'ici, à Rennes, c'est l'ancienne caserne MacMahon qui a été transformée en centre Simone de Beauvoir, avec du logement social pour des gens âgés, pour des gens moins âgés, du logement pas social pour des gens âgés mais ayant plus de moyens, du logement pour les étudiants, ainsi de suite. Tout ça au même endroit, avec un lieu collectif et autre. Alors on s'est aperçu, ça marche. Alors il faut des gens qui fassent vivre, ainsi de suite. Ça se fait pas juste comme ça. Voilà, on a fait plein d'endroits comme ça. Les choses elles fonctionnent plutôt bien. Puis après on a regardé les études et tout ça. Ça pour s'apercevoir encore une fois que notre intuition, qui était de se dire, mais non, il n'y a pas de guerre de génération. Ça ne veut pas dire que tout se passe bien, que c'est merveilleux, tout le monde s'adore. C'est pas ça. Il peut bien sûr y avoir des frictions, il peut y avoir des différences, il peut y avoir des mots qu'on ne comprend pas, il peut y avoir des attitudes, ainsi de suite, évidemment. Vous savez, les attitudes, c'est toujours un peu compliqué. Si par exemple vous êtes à un transport en commun, et puis il y a quelqu'un d'assez jeune qui se lève pour proposer la place. La première fois que ça vous arrive, ça ne fait pas nécessairement plaisir. Merde, ça y est, je suis du côté des vieux. Vous voyez donc, et le jeune, il a quand même fait en disant voilà. Donc c'est aussi à quel moment je peux faire, à quel moment je ne peux pas faire. Là, c'est comme on sait tous savoir dire oh, dis donc, tu en attends un nouveau petit non. Voilà, bon, la femme était un peu grosse et tout ça. Bon, voilà, donc ça arrive. On se trompe de temps en temps, donc on hésite toujours un petit peu avec ça. Et voilà, et il y a évidemment des jeunes aussi qui ne le font absolument pas, qui jamais se lèveront pour une personne plus âgée. Mais il y a aussi des personnes plus âgées qui, quand elles étaient plus jeunes, se levaient absolument pas. Il n'y a pas aussi, voilà, c'est plus compliqué que ça. Mais en tout cas, globalement, il n'y a pas. On va bientôt s'arrêter. Il y avait. Alors, maintenant, je parle depuis longtemps. Et voilà, mais il n'y a globalement pas tant. Il y a des problèmes, évidemment. Il y a des problèmes sociaux, des problèmes culturels. Ça, oui. Mais au sein des générations, entre générations, il y a finalement assez peu. Pourquoi il y a assez peu? La première raison, elle est toute bête, et je terminerai là-dessus. Elle est toute conne. Elle est que jusqu'à preuve du contraire, généralement, les parents sont plus âgés que les enfants. C'est un truc qui a fait ses preuves depuis assez longtemps. Et sauf que du coup, on est naturellement baigné là-dedans. C'est notre univers. C'est normal. On vit avec des gens qui, quand on est avec des gens qui ont, si j'ai un jour, ils ont je ne sais pas combien de milliers de fois plus que moi. Puisqu'ils ont, imaginons, 30 ans. Voilà, donc, et après, les cartes, voilà. Mais toute notre vie, au départ, c'est celui-là. Alors, il y a un moment donné où, pour grandir, on s'oppose aussi. Et ça, c'est normal. C'est pas une guerre de génération, c'est une opposition pour se construire. Il s'agit aussi de dire, à un moment donné, nos parents, ils sont cons, ils ont fait ainsi de suite, et puis on va réinventer le truc, on sera aussi bon qu'eux, mais voilà. Enfin, ça, c'est normal. Louis Aragon disait, c'est avec les jeunes sots qu'on fait les vieux cons. Donc, il y a aussi une permanence, d'une certaine manière. Il y a des gens, ils ne changeront pas, ainsi de suite. C'est aussi ça. Mais du coup, ça veut dire aussi que j'ai été un jeune sot, je deviens un vieux con, mais j'ai été quelqu'un d'intéressant jeune, je peux devenir aussi quelqu'un de super intéressant plus vieux, puis je peux aussi évoluer. Il y a des gens qui ont commencé super intéressants, puis à un moment donné, on ne donnera aucun nom. Vous pensez tous à des gens, tout ça, voilà. Mais des gens qui disent super, puis à un seul coup, voilà. On les revoit plus tard. Vous savez, souvent on revoit les gens 10 ans ou 20 ans plus tard. Ce qu'on dit d'abord, c'est oh, t'as pas changé. Bon, un peu, hein, voilà. Mais, et d'ailleurs, c'est une erreur. Parce que c'est pas très positif de dire ça. Je t'ai pas vu depuis 20 ans et t'as pas changé. Putain, c'est vrai, t'as rien appris en 20 ans. Donc il faut changer, il faut évoluer. Voilà. Bon, voilà. Mais en tout cas, il y a ça. Et puis il y a des gens, à l'inverse, on les a connus en eux, on les revoit, donc j'aurais jamais cru, mais le GG, finalement, il n'est pas si bon. Voilà, il y a aussi des gens qui évoluent, hein, dans un sens, dans l'autre, ainsi de suite. Mais des jeunes comme des vieux, et autres. Voilà. Et donc, c'est ça aussi. Donc, pour répondre enfin à cette question, à ce suspense incroyable, non, il n'y a pas, il y a suffisamment de problèmes en France pour ne pas s'en rajouter. C'est aussi ça. Ça, moi, je l'ai dit plusieurs fois, y compris des dirigeants très haut placés, vous avez écouté, vraiment, il y a des trucs qui ne vont pas, on est bien d'accord. Pourquoi vous essayez absolument d'en inventer un autre? Il n'y a pas tant que ça de choses qui vont bien aujourd'hui. Ça va super bien. Il y a des solidarités générationnelles, encore une fois, qui font tenir le pays. Il y a des jeunes qui tiennent parce que les parents, les grands-parents les aident. Mais il y a aussi des grands-parents qui tiennent parce qu'il y a leurs enfants, leurs petits-enfants qui les aident. Et donc, au contraire, quoi, valorisons cela, aidons cela, valorisons-le, parlons-en, ainsi de suite, plutôt qu'être là tout le temps à chercher le truc qui ne va pas. Oui, il y a des choses qui ne vont pas entre les générations, évidemment. Tout n'est pas un lit de rose, mais n'empêche que c'est vraiment pas là où il y a des problèmes. Et essayons plutôt d'utiliser ça comme un levier formidable pour inventer d'autres choses. Des gens plus âgés qui vont filer un coup de main. Je termine là-dessus. À chaque fois que j'y termine là-dessus, c'est une bonne technique. Bon, voilà. J'avais rencontré une association, peut-être y en a-t-il à Laval ou en Mayenne, qui s'appelle EG. Et donc, ce sont des gens qui ont été dirigeants, cadres supérieurs d'entreprise, et qui partent à la retraite, mais qui ont une compétence incroyable. Et du coup, qui aident, par exemple, des jeunes à monter leur boîte. Et j'avais rencontré en Bretagne,
C'est allé assez loin. C'était Pôle emploi qui avait fait un contrat avec l'association pour aider à l'emploi des seniors. Pourquoi? Parce qu'il s'était aperçu que la personne de 45 ans, pour le jeune conseiller emploi de 20 ans, un gars de 45 ans, c'est un vieux, il ne sait pas trop comment l'aider. Bon, déjà, le jeune conseiller emploi, généralement, il ne connaît pas l'entreprise. Bon, ça n'aide pas non plus, mais bon, ça, c'est un autre sujet. Mais, voilà. Et donc, il s'était aperçu que ces gens qui avaient dépassé la soixantaine, qui étaient à la retraite, mais qui avaient un du réseau, et deux qui savaient ce que c'était qu'une entreprise et tout ça, et pour qui quelqu'un de 45 ans était jeune, ben, en fin de compte, ils étaient capables de bien mieux les aider. Ils se sont aperçus qu'ils étaient bien plus efficaces pour les aider à trouver des entreprises. Donc ils font ça. Donc là, on est plutôt sur des 65-70 qui aident des 45. Mais c'est aussi l'intergénération. L'intergénération, c'est tous les âges. Et puis, la même association avait contracté avec une école d'ingénieurs, et les profs de l'école d'ingénieurs m'expliquaient, nous, on est des fonctionnaires, créer une entreprise, c'est pas trop notre truc, on sait pas trop. On s'est tourné vers cette association de retraités anciens dirigeants d'entreprise, et c'est eux qui aident des jeunes de 20 ans qui ont envie de monter leur boîte. Et du coup, ça marche très bien. Et le prof disait, bon, on n'est pas du tout vexé ni quoi que ce soit, c'est pas notre compétence. Mais on a trouvé des gens, et leur compétence, ça a été d'aller trouver des bonnes personnes. Vous voyez, donc, encore un exemple d'intergénération solidaire, tout ça, qui s'aide, tout ça. Juste pour dire, il y a plein, mais il y a des milliers et des milliers et des milliers d'exemples comme ça dans le pays. Ne serait-ce que je rappelle, parce que sans les retraités, il n'y a pas de tissu associatif, il n'y a pas d'association. Il y a un des endroits où se pratique le plus l'intergénération, bah, c'est au sein des associations. C'est le monsieur qui va au club de sport, peut-être quand il avait 15 ans, il était, je me souviens d'un gars au fin fond du Finistère qui m'avait expliqué ça, il était, je sais plus du tout, je crois que c'est un truc de foot, mais je suis plus très sûr. Il jouait dans le club, ensuite il est parti travailler, il est revenu à la retraite dans le même village du Finistère, et du coup il est revenu au club, non pas pour jouer au foot, mais il est devenu comptable, là je reviens au comptable, il est revenu au comptable du club. Mais c'est bien une forme d'intergénération, puisqu'il y a les jeunes qui jouent et ainsi de suite, et les gens plus âgés qui encadrent, qui organisent, ainsi de suite. Chacun avait trouvé sa place. Vous voyez, encore un exemple, mais mais il y en a des centaines de milliers, et heureusement, parce que s'il n'y avait pas tout ça, on serait sacrément dans la merde. Donc je terminerai juste en vous remerciant pour ceux qui sont plus âgés, parce que sans doute parmi vous, il y en a plein qui aident les plus jeunes, ainsi de suite, et qui aident certainement pour une grande partie dans les associations et autres. Donc, bravo. Et voilà, comment ça va? Merci, Serge. Merci. Bon, vous avez compris que c'est un marathonien, il a encore quelques forces. Il va prendre 3 minutes pour se désaltérer, pour boire un petit peu. Notez bien le numéro 06 98 39 94 51, parce que je vais le faire disparaître tout de suite. On va lui donner 3 minutes. Posez vos questions, il y a déjà pas mal de questions qui sont arrivées. Vous avez 3 minutes pour poser vos questions à SMS. Et on va en profiter pour vous expliquer quelle est la genèse de Bien vieillir en Mayenne, en vous passant un petit film que j'ai oublié de vous passer tout à l'heure. Comme ça, ça laisse le temps de boire un petit coup. L'association Bien vieillir en Mayenne est une initiative conjointe entre l'établissement Florian, basé à Beauchamp-les-Laval, et la librairie Florian. On s'est dit qu'il y avait vraiment quelque chose à faire pour la cause des aînés. Et c'est dans ce contexte-là qu'on a créé les conférences du Bien vieillir en Mayenne, et c'est une démarche militante. On apprécie, au bout de la deuxième conférence, d'avoir la variété des thématiques, la richesse des intervenants, et puis, je pense, le mécanisme de réseau qui se met en place autour de ça. Nous avons voulu répondre aux nombreuses questions que se posent les familles, que se posent les anciens, et que se posent aussi les professionnels sur le vieillissement. Pour ça, on a créé un cycle de 2 conférences par an, une qui sera plus psychologique et l'autre qui sera plus pratico-pratique. Comme je disais tout à l'heure, des conférences qui sont très dynamiques, qui touchent tous les publics. Donc oui, je viendrai aux prochaines conférences qui permettent de s'améliorer tout le temps. On a également des actions de sensibilisation d'un certain nombre de partenaires. Le Conseil général nous a rejoints, la ville de Laval nous a rejoints, des associations comme France Alzheimer nous ont rejoints, et tous les acteurs globalement de la santé nous rejoignent de plus en plus, que c'est une cause qui est importante. Il y a les personnes âgées vivent de plus en plus longtemps, il est important qu'elles vivent en bonnes conditions. Voilà, Serge est désaltéré. On va pouvoir commencer les questions. Je vais demander à Guy Darbois et son complice de venir peut-être devant
pour nous poser les premières questions. N'hésitez pas pendant les questions à poser d'autres questions. Hein, ce serait dommage que vous sortiez de là avec une question non posée. Voilà. Docteur Marc Landel et Jean-Paul Steven, je vous laisse la parole. 1, 2, ça marche, Bien, donc alors effectivement je suis Marc Landel, je suis médecin coordonnateur à Corian Villa du Chêne-d'Or. Alors, ceux qui me connaissent savent que j'ai à peu près la même verve, certainement à un niveau bien inférieur que M. Serge Guérin, mais en tout cas je suis personnellement très content de la façon dont vous avez présenté les choses. En tout cas, je peux vous dire qu'on ne s'est pas ennuyé. Même si on était plutôt mal assis, nous, les organisateurs. C'est toc. À titre personnel, c'est pas une question non plus, mais j'ai adoré cette notion de réciprocité qui permet de ne pas envisager qu'il y ait de fracture sociétale. Le jeune apprenait auprès du vieux et aujourd'hui le jeune apprend au vieux. Et ça m'a fait penser que lorsque j'étais un tout petit peu plus jeune, j'ai eu mon fils un peu tard, et donc je me présentais à l'époque comme le père de mon petit Alexandre, et aujourd'hui c'est Alexandre qui se présente comme je suis le fils de papa là. Mais il y a beaucoup d'amour entre deux. Alors, la première question, en fait, je les ai notées dans l'ordre chronologique en fait, de ce que vous avez présenté. La première est peut-être un petit peu complexe. Alors, à chaque fois, il y a, bien sûr, bonjour, monsieur Serge Guérin. Je ne le redirai pas à chaque fois, à chaque question. Mais c'est-à-dire que les gens ne sont pas désorientés, ils ont plutôt écrit d'ailleurs bonsoir, monsieur Serge Guérin. Vous parlez d'espérance de vie à la naissance. Le mode de calcul de ce chiffre a toutes les chances de ne pas s'appliquer aux jeunes d'aujourd'hui qui auront peut-être une vie moins longue. Cela ne risque-t-il pas d'être une source de conflit aujourd'hui non anticipé? Alors, est-ce que donc l'espérance de vie des jeunes serait plus courte demain et donc ça créerait une guerre de génération? Déjà, si elle est très très courte, il n'y aura pas de guerre de génération puisqu'il n'y aura plus de jeunes. Donc après tout, ça sera réglé. Ensuite, je ne sais pas trop. Alors, il est possible qu'il y ait une diminution de l'espérance de vie. Enfin, l'espérance de vie, elle est quand même sur la fin. Donc ces jeunes, ils auront peut-être que ça s'arrêterait à 82 et pas à 83. Il n'est pas impossible, l'histoire de pollution, tout ça, il y a des questions qui se posent. Hein. C'est pas, je ne suis pas devin, je ne suis même pas médecin, c'est dire. Donc voilà. Mais pour l'instant, voilà, il y a un débat. Combien de temps ça va encore avancer? Les effets de la pollution. C'est vrai que les gens de 85 ans, par exemple, sont nés à un moment donné où globalement les fruits et légumes étaient cultivés là où ça doit se cultiver et aux périodes où il faut. Il n'y avait pas d'OGM, il n'y avait pas tout ça. Donc, sans doute qu'ils sont partis sur une qualité au départ, il y avait moins, c'était plus frugal et c'était de meilleure qualité. Il n'est pas impossible que ça a des effets. On s'interroge d'ailleurs pour la génération des 60 ans. Est-ce qu'ils n'ont pas une vieillesse un peu plus rude, de moins bonne qualité parce que trop bouffe dégueulasse, ainsi de suite. Il y a des questions qui se posent, mais on n'a pas de réponse. Voilà. Et pour le reste, il n'est pas du tout évident de toute façon qu'il y ait une diminution de l'espérance de vie pour les plus jeunes, et qu'en tout cas, de toute façon, elle se poserait mais dans très très longtemps. Donc on ne saura que quand ils auront 80 ans. Donc là, de toute façon, on ne sera pas là pour en reparler. Autre question, alors c'est la numéro 3 que j'ai pu noter, donc elle est un peu plus tardive. Elle semble un tout petit peu, à mon sens, rejoindre la première, ou en tout cas elle s'articule avec. Bonsoir, monsieur. Pensez-vous que les jeunes voudront encore cotiser pour les retraites alors qu'ils rentreront plus tard sur le marché du travail? Et pensez-vous qu'ils auront encore envie de cotiser lorsqu'ils termineront à 67 ans? Serait-ce alors la fin de la solidarité? Très très bonne interrogation, et j'aurais dû en parler. Et c'est très bien parce que déjà, la première chose quand on parle de guerre de génération, ça pourrait être celle-là. On dit tellement aux jeunes, de toute façon vous n'aurez pas de retraite,
Et les jeunes en sont convaincus, on est à peu près, alors je ne sais plus les derniers chiffres, mais on est à peu près à 45% des moins de 35 ans qui pensent qu'ils n'auront pas de retraite ou qu'elle sera très faible. C'est pas vrai. Hein. On a tellement, j'en parlais avec Jean-Paul Delevoye, le haut-commissaire à la retraite, dans un débat et tout ça, on a quand même, par réforme successive, récupéré 60 milliards sur les retraités. Les retraites, vous le savez mieux que moi, ont diminué. On a organisé le gouvernement, les décisions, mais aussi, pour d'une certaine manière, qu'il y ait une pérennité. Alors là, il va y avoir une nouvelle réforme, on verra les choses. Mais en tout cas, à aujourd'hui, il n'y a pas de... Il y a des problèmes d'endettement, il n'y a pas d'endettement d'abord. Parce que le système de retraite, contrairement à l'État, n'a pas le droit de s'endetter. C'est un avantage, c'est que du coup, vous devez trouver des solutions pour... Du coup, il est à peu près sûr que la retraite sera plus faible, mais il est à peu près sûr aussi que les jeunes qui travaillent aujourd'hui auront leur retraite. D'autant plus qu'il y a un pic qui est lié au baby-boom, où il va y avoir beaucoup de gens à la retraite, et ensuite ça va diminuer. Donc les gens qui commencent à travailler à 20 ans aujourd'hui n'auront pas cette problématique-là. Donc, voilà. Mais ce qui est très intéressant, c'est que les gens sont aujourd'hui, pour une grande partie, convaincus qu'ils n'auront pas de retraite et sera très faible, et qu'ils continuent quand même à cotiser. Alors vous me direz, ils sont un peu obligés. N'empêche que, il y a quelque chose de très fort, c'est que ces jeunes-là, qui se disent, moi j'en aurai pas, ne soutiennent pas le fait de baisser la retraite des retraités. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans un truc en disant, il en faut plus pour nous, et ainsi de suite. Ils se disent, nous ça va être compliqué, mais on ne peut pas en vouloir aux gens d'aujourd'hui. Donc on est là encore pas du tout dans une guerre des religions, des générations. Ça c'est une autre chose. Mais voilà. Et en plus, je peux confirmer qu'elle sera certainement plus basse, il faudra sans doute cotiser plus sur le côté, mais a priori, en l'état actuel des choses, il n'y a pas de péril particulier, parce que les choses ont été organisées, parce qu'on remonte l'âge de départ, et ainsi de suite. Il y a un certain nombre de choses qui font que, globalement, alors encore une fois, c'est aussi les retraités qui ont trinqué, mais que globalement, les retraites de demain sont relativement assurées. Merci. Question ? Alors, celle qui était la deuxième question, c'était en fait au moment où vous étiez dans votre courte introduction sur le vieillissement de la population depuis on va dire, les 30-40 dernières années. Selon vous, nos différents gouvernements ont bien pris en compte tous ces paramètres concernant, je pense que je ne trahis pas la personne qui... je ne trahis pas donc en disant que c'est bien ça, le vieillissement. Et nos gouvernements ont-ils bien pris en compte tous ces paramètres on voit par exemple en termes de construction de nombre d'EHPAD, en termes de prise en charge type ADMR ou aide à la domicile, quelle qu'elle soit. C'est ça. C'est ça. Voilà, la réponse elle est simple, c'est non. Aucun gouvernement. Alors, il y a eu des personnalités politiques. Alors d'abord, on ne fait pas carrière en politique sur les vieux. Ça marche pas. Non, c'est ça. Même si les vieux votent. Alors ça, ils s'en aperçoivent 15 jours avant les élections. Mais sinon, voilà, il n'y a pas... pour les Européennes, ils vont s'en apercevoir, enfin bon. Mais voilà. Et globalement, les gouvernements successifs, alors, il y a eu des choses qui ont été faites, il ne faut pas non plus dire que rien n'a été fait. Il y a eu aussi mais souvent, ça a été par un événement extérieur. Par exemple, la canicule de 2003, je me souviens, pour l'anecdote, en canicule de 2003, quand même 15 000 morts en 3 semaines. En temps de paix et depuis la grippe espagnole, c'est pas arrivé en France. Hein. Donc c'est quand même des choses assez violentes. Bon. Et contre la grande bas de combat, alors, vous savez, il y a un ministre qui saute, le ministre de la Santé, qui est débarqué. Pas tellement pour les 15 000 morts, c'est plutôt parce qu'il avait répondu sans cravate et en manche de chemise à la télévision. Donc, ça, c'est vraiment pas bien. Bon, il n'a pas été envoyé en Sibérie, il est devenu président de la Croix-Rouge. Pas non plus, ça va. Pas. Mais bon, imaginez si ça avait été 15 000 jeunes. C'est pas un ministre qui sautait, c'est tout le gouvernement. Parce que là, il y a plein de gens qui ont dit, j'ai même vu des gens disant, on a fait des économies parce que les 15 000, du coup, on a pu payer la retraite. Il y a aussi des choses comme ça assez malsaines. Et je me souviens, alors, il y a eu plein de rapports. Il n'y a pas eu que des rapports, il y a aussi des choses qui ont été faites. Il ne faut pas non plus être négatif ou quoi. Mais je me souviens, alors je ne sais plus son nom en tête, mais au Sénat, le rapporteur du Sénat, qui avait été ministre de Giscard et ministre de Mitterrand, c'est un monsieur assez jeune, qui devait avoir 78 ans, quand il m'en parle, il dit donc il m'avait auditionné tout ça, il dit j'ai découvert le vieillissement. 78 ans au Sénat.
Le Sénat qui est... Alors, Nicolas, n'écoute pas. Le Sénat est la plus belle maison de retraite qui existe. Elle a tout ce qu'il faut. Centre-ville, un beau jardin, un personnel dévoué. Et là, un taux là, tu vas frémir. C'est un taux d'accompagnement de 5 pour 1. 5 personnels pour un résident. Alors on appelle ça des sénateurs, mais c'est... Voilà. Et c'est une nourriture de qualité, on fait attention, il y a le nombre de calories, tout ça, c'est merveilleux. Ah, évidemment, c'est un peu cher, on ne peut pas avoir 7500 Sénats en France. Voilà. Mais voilà, non mais la réponse, malheureusement, c'est globalement non. Alors, il ne faut pas dire, il y a eu des choses qui ont été faites, la création de la CNSA, il y a plein de choses qui ont été faites, mais surtout, au moment où il n'y avait plus le choix. Juste une anecdote, il y a à peu près un an, vous savez peut-être qu'il y a eu une élection présidentielle. Vous avez peut-être entendu parler de ça, voilà. Et arrive quelqu'un, président, qui gagne, pas de commentaire. Et ses équipes, là, je m'étonne entre autres qu'on nomme pas de secrétaire d'État aux personnes âgées. Et quelqu'un de l'entourage me dit, bah, tu sais, pendant 5 ans, on ne va pas en parler. Parce que c'est pas dans notre agenda. Il n'y avait rien dans le programme. Enfin, il n'y avait rien dans le programme, pardon. Mais entre autres, il n'y avait rien sur les vieux, ainsi de suite. Bon, ça n'a pas duré 6 mois. Hein, parce que je dis, mais bah, ça ne va pas tenir votre affaire. Parce que c'est une réalité, que vous vouliez ou non. C'est une réalité sociale. Qu'on soit compte, c'est pas ça la question. Il y a une réalité. Il y a plus de gens âgés, donc vous aurez bien été capable. T'inquiète. Bon, bah oui, 6 mois, et là, il va y avoir quelque chose qui sera une loi, je ne sais pas ce qu'il y aura dedans, je ne suis pas inspecteur des finances, donc voilà, mais il y aura une loi. Voilà. Donc il y a des choses qui sont, mais souvent avec retard, et dans presque l'incapacité de se projeter, de dire, qu'est-ce qu'on fait justement cette société de la longévité? Il faut la penser sur 30 ans. Par exemple, on a beaucoup parlé d'une cotisation spéciale par rapport au grand âge. Alors, certains ont parlé du 5e risque, des choses comme ça. Je ne sais pas si c'est la bonne idée, je ne reviens pas là-dessus. Mais le premier rapport qui en parle, c'est le rapport Larocque. Pierre Larocque, c'était celui qui avait inventé techniquement la sécurité sociale. Il y avait un inventeur politique, qui était Ambroise Croizat, qui était un ministre communiste, et il y avait un technicien, qui était Pierre Larocque, qui était un gaulliste, et ainsi de suite. En 1962, il fait ce qu'on appelle le rapport Larocque, qui est le premier rapport où il dit on a oublié quelque chose en inventant la sécurité sociale, c'est les vieux. Encore une fois, il n'y en avait pas beaucoup, donc c'est normal. En 62, il commence à dire attendez, il faut qu'on s'y prépare. 1962. Et globalement, il y a eu je ne sais pas combien de rapports depuis, mais il suffit de rapports Larocque, il n'y a pas besoin de s'emmerder après les rapports. Il y avait tout en disant attention, il faut faire attention à telle ou telle chose, il faut organiser. On l'aurait fait à ce moment-là, il n'y avait aucun sujet aujourd'hui. Donc globalement, après ce long truc, je reviens à ma réponse du premier, non. C'est humoristique et finalement la question est très vraie. Si d'autres jours fériés que le lundi de Pentecôte étaient supprimés pour financer la dépendance, n'y aurait-il pas là un risque de conflit intergénérationnel? Très bonne remarque, c'est pas humoristique puisque le président l'a évoqué. Et dans un débat télévisé, j'avais dit un jour ça suffira pas, il faudrait prendre une semaine. Donc il faudrait passer de 5 à 4 semaines et là peut-être on peut commencer à voir. Alors évidemment, ça poserait un problème, surtout parce qu'on dirait donc aux gens, les seuls qui sont dans la solidarité, c'est les gens qui travaillent. C'est pas le revenu du capital, c'est pas ainsi de suite, et c'est pas les seniors eux-mêmes, ainsi de suite. Donc oui, sans doute qu'un deuxième jour, c'est pour ça que je pense qu'ils vont hésiter, parce qu'ils y ont pensé très fort. Je ne sais pas où ils en sont. C'est 2,5 milliards à peu près que ça rapporte une journée. Voilà, en disant, mais au bout d'un moment, ça va finir par être un peu quand même un petit peu compliqué, quoi. Et puis c'est sans doute pas la meilleure solution, et elle peut à force faire un truc, on va dire, bah oui, c'est toujours au même à qui on demande, ainsi de suite. Voilà. Pour reprendre le terme d'intergénérationnel, la question suivante est l'intergénérationnel devrait être mis en place dans toutes les entreprises. Comment voyez-vous que l'on puisse y arriver? Quelle pourrait être une manière efficace et efficiente d'y parvenir? Alors, il y a une réalité, c'est que c'est souvent au sein de l'entreprise qu'il y a le plus. Ah, il y a dans les familles, bien sûr, mais il y a l'entreprise, à la limite, on ne choisit pas avec qui on va travailler, on y arrive. On choisit parfois l'entreprise, pas toujours. On cherche un boulot, on pense qu'il y a. On ne choisit pas vraiment les gens qu'il y a au sein de l'entreprise. Puis ça dépend de l'entreprise. S'il y a 3 salariés, c'est pas pareil que s'il y en a 3000. Hein, donc il y a aussi tout ça. Mais globalement, pendant un temps dans l'entreprise, c'est vrai que les jeunes ont du mal à y rentrer et les vieux ont du mal à y rester. Du coup, il ne reste qu'une seule génération. Aujourd'hui, les jeunes y rentrent plus facilement, mais pas toujours dans des très bonnes conditions. C'est les stages, ainsi de suite, mais n'empêche qu'ils sont là. Et
et les vieux restent un petit peu plus longtemps qu'auparavant, même si on a tendance toujours à les mettre dehors. Donc globalement, ça s'organise relativement bien. Après, la question, c'est comment aussi on forme. Parce qu'il peut y avoir plein de choses différentes. Par exemple, vous pouvez vous retrouver dans une équipe où le patron de l'équipe a 25 ans, et parmi les salariés, il y en a 55 ans. Voilà. Et donc je peux être dirigé par quelqu'un qui a 30 ans de moins que moi. Ce qui n'arrivait pas là aussi auparavant. Alors, ça peut se faire très bien, ou pas. Et là, ça dépend des deux. Ça dépend du jeune de 25 ans, est-ce qu'il a été formé à ça et comment, et ça dépend aussi de celui de 55 ans. Alors souvent, ce qu'on a remarqué, c'est que la personne de 55 ans, l'ambition et tout ça, elle a compris qu'elle ne serait pas directrice générale. Hein, donc au moins, il y a des trucs qui sont réglés, quoi. Donc si elle est suffisamment respectée et même valorisée, tout va bien. En revanche, celui de 25 ans, il peut espérer, donc ils n'ont pas toujours la même vision. Et on s'est aperçu qu'il était plus facile pour un jeune de 25 ans d'avoir des gens de 55 ans, parce qu'ils ne sont pas en concurrence, qu'avoir des gens de 24 ans ou 27 ans, parce que là, ils sont en concurrence. Et on s'est aperçu tout bêtement qu'en fin de compte, l'intergénération avec des écarts assez importants pouvait être plus facile à gérer que quelque chose de trop proche. Compte tenu des enjeux écologiques, on peut entendre, vous, sous-entendu les vieux, vous allez nous laisser un monde en très mauvais état. N'y a-t-il pas là un grand potentiel de conflit? Très très bonne remarque et question. Je ne sais pas si vous connaissez la bande dessinée Les Vieux Fourneaux. Il y a eu un film aussi, plutôt moins bon que la bande dessinée. Et à un moment donné, je crois que c'est dans le tome 1 qu'on le retrouve dans le film, et en effet, la jeune fille du truc qui s'énerve, il y a un groupe de gens âgés qui viennent la regarder parce qu'elle est enceinte et tout, puis elle éclate complètement, mais oui, vous bande de cons, c'est à cause de vous que le monde est pollué, et ainsi de suite. Voilà. Et ça revient assez souvent. Y compris d'ailleurs parfois par des gens âgés qui disent « Oh, quel monde on a fait !» Bon. Et donc, ça peut créer une dissension, d'une certaine manière. Alors, déjà, la première chose, c'est qu'il y a autant de gens conscients des enjeux environnementaux, au sens large, de 20 ans que de 70 ans. C'est pas l'âge, c'est l'information. Les gens de 20 ans, en 1950, on n'en parlait pas. Donc, pour être au courant, c'était pas un sujet, c'était quasiment pas évoqué. Les premiers qui en ont parlé, oui, c'était à la fin des années 50, début des années 60, c'était des gens comme Jacques Ellul, comme André Gorz et tout ça, mais c'était quelques personnes qu'on n'entendait pas du tout. Le premier candidat écologiste, René Dumont, qui était quelqu'un d'âgé d'ailleurs, un agronome et tout, spécialiste de la paix, c'est 1974. Et lui d'ailleurs assez âgé, avec des gens plus jeunes autour de lui, ainsi de suite. Mais c'est assez récent, ces discours et tout ça. Et donc les gens qui avaient 20 ans, 1950, 1960, ainsi de suite, on ne peut pas leur dire, vous n'en avez pas parlé, ils ne le savaient pas. Ça n'a aucun sens d'une certaine manière. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de remarquer qu'il n'y a pas de différence particulière aujourd'hui entre quelqu'un de 20 ans et quelqu'un de 70 ans. Les deux, évidemment, il y a toujours des gens qui écoutent Donald Trump, mais ils ont 20 ans ou 70 ans, c'est pas leur âge qui joue. Et il y a donc des gens qui pensent qu'il n'y a pas de problème, ainsi de suite. Mais globalement, il n'y a pas de différence générationnelle sur la prise de conscience des enjeux écologiques ou environnementaux. Il n'y en a aucune. Et puis, autre élément. Je me suis retrouvé dans un truc comme ça. Ouais, les jeunes, tout ça, heureusement, ils sont là, l'écologie, l'autre. Je dis, comment ça, ils sont là? Ils font quoi? Jamais il y a eu autant de jeunes qui ont pris l'avion. Non, il n'est pas cher. Je ne vais pas le dire. Mais n'empêche que le mec qui m'explique, oui, il faut faire attention et qui va prendre 5 fois l'avion dans l'année. Et donc, sur son empreinte carbone, c'est quoi? Donc, il fait la leçon, mais il n'est pas mieux que les autres. Il profite, alors on peut comprendre, hein, il profite de tarifs très faibles, et les autres n'en profitaient pas, non pas parce qu'ils étaient plus vertueux, c'est juste que c'était plus cher. Donc, c'est pas que les autres étaient mieux, c'est juste que la situation n'était pas la même. Et je suis assez engagé dans l'écologie, et donc j'étais allé à la manifestation après le départ du lot et tout ça, voilà, et il y avait donc des grandes marches pour le climat. Et donc il y avait des gens d'ailleurs de tous les âges. C'est marrant, il y avait beaucoup de gens très jeunes et beaucoup de gens très âgés. Entre les deux, finalement, assez pas comme ça. Mais par exemple, je regardais la chambre de jeunes, la clope au bec, et puis qui balançait la cigarette par terre. Donc voilà, donc c'est pas, et je ne jette pas la dire, voilà, donc il n'y a globalement aucune, c'est triste d'ailleurs d'une certaine manière, il n'y a pas, les jeunes ne sont pas plus conscients que les vieux. Simplement, ils sont plus informés. Parce que pour ne pas le savoir, là, il faut quand même forcer un peu la dose. Voilà. Mais, je dis encore une fois, les gens de 70 ans, je dis, oui, il y a un gros problème et on l'aurait dû faire. Mais on ne savait pas. Donc globalement, voilà. Donc il n'y a pas, ça, à mon sens, ça crée dans le discours, mais dans la réalité, je ne pense pas que ça créera d'opposition particulière. Bah alors? Voilà. Alors, peut-être que quelqu'un a oublié son portable ce soir, c'est des choses qui peuvent arriver, et n'a pas envie de partir sans avoir posé sa question.
Donc, qui aurait une dernière question avant qu'on conclue? Pas visiblement. Ah, je pense que tu as répondu à toutes les questions, Serge. Voilà. Eh bien, écoutez, la soirée touche à sa fin. Juste un petit mot pour remercier Serge. Voilà, pour son dynamisme. Serge, je sais que ce matin, il a eu une conférence à Paris. Il en a donné une, je ne sais plus où, à midi, et il en donne une ce soir. Donc, merci de nous avoir réservé une place dans ton agenda, Serge. Je voudrais remercier aussi Sigma, qui est bien connu sur Laval, et qui ce soir va nous offrir le Beaujolais nouveau. Je voulais remercier aussi la FNAC qui va tenir un stand sur lequel vous pourrez faire dédicacer par Serge Guérin ses publications. Et puis il y aura aussi d'autres publications qui rejoignent ce thème de ce soir. Je voudrais remercier aussi un nouveau partenaire qui est les ALC, Association familiale chrétienne ou catholique, et qui tendront un petit stand tout à l'heure et qui vous présenteront un petit peu leur association familiale. On a parlé beaucoup de familles, ça c'est l'occasion. Voilà, et je voudrais remercier l'ensemble des partenaires qui s'affichent. S'affiche aussi l'adresse internet du site de l'association. Pour ceux qui ne connaissent pas, il y a un site internet sur lequel vous avez les 7 conférences, celle de Claude Pomard, qui est là d'ailleurs aujourd'hui, et je l'en remercie, et celle de Marie de Henzel. Celle de Serge Guérin sera mise en ligne d'ici 3 semaines, 1 mois. On va à la vitesse des bénévoles. Mais elles seront en ligne d'ici 3 semaines, 1 mois. Voilà, accès libre, bien évidemment. Donc, merci à tous pour cette soirée. Et maintenant, nous allons déguster le Beaujolais nouveau. Merci Serge, vous applaudissez.